Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle journée pour notre émission quotidienne Take and Play Live. Nous sommes le lundi 5 juillet et oui, cette fois-ci c'est moi qui fais l'intro. On change pour une fois, c'est pas Reiga qui le fait. Comment ça va, Reiga ? Bah, ça va très très bien, je suis très heureux de te voir te lancer dans l'exercice de l'intro. On change en fait. Salut le chat. Salut le chat. C'est d'habitude c'est Reiga qui le fait, on dit bah allez on le fait. Allez on change, écoute. C'est pas du tout parce qu'il y en a marre, ça c'est fou. Non, j'en ai pas marre de vous parler encore, ça va, vous en faites pas. Le plaisir est toujours là. J'ai même pas dit c'est quoi le principe de l'émission. C'est une émission dans laquelle on va parler de l'actu qui tourne autour du jeu vidéo, de la tech et de la pop culture entre autres. Et on va être parti pour d'abord notre petite sponsor. Bien sûr, évidemment. Mutuel, notre cher Picloud. C'est lui qui s'en occupe aussi. Ah bah oui, je m'occupe de tout. Là, les 30 premières minutes, c'est moi qui parle. Donc Picloud, notre cher sponsor, qui est un site internet dans lequel vous pouvez stocker toutes vos données personnelles de votre ordinateur, donc vos photos, vos documents, etc. de manière ultra sécurisée, excusez-moi. Et c'est également accessible partout depuis votre ordinateur, depuis votre smartphone, et également vous pouvez le partager avec des membres de votre famille ou de manière professionnelle. Comme d'habitude, nous avons des tarifs très intéressants. Vous connaissez la chanson. Pour l'offre Premium 500 Go en lifetime, nous sommes à 175 € en paiement unique au lieu de 480. Et pour le Premium Plus 2 Tera, nous sommes à 350 € au lieu de 980. Merci à vous Picloud de nous sponsor. T'enchaînes avec le sommaire? J'enchaîne avec le sommaire. Allez, ah oui, c'est vrai qu'il y a le sommaire à faire. Merde, je me suis pas du tout renseigné. Je me délecte. C'est incroyable. Aujourd'hui, entre autres, je sais même plus si le sommaire on le fait avant ou après le. Normalement avant, mais bon, ah merde, c'est pas très grave. C'est du pari. J'ai totalement oublié de faire le sommaire. T'inquiète. Aujourd'hui, donc, on va parler de pas mal de choses. Entre autres, je vais vous parler énormément de Zelda, entre autres avec le remake sur Switch qui va arriver très bientôt. Tu vas parler de Starlink, donc entre autres, on va faire qui appartient à SpaceX de notre cher Elon Musk. Je vais vous parler de Google qui annonce la mort des APK, les chères applications Android, pour être remplacées par quelque chose d'autre. Tu vas nous parler de la télé de demain. Des protos intéressants. Ouais. C'est des prototypes surtout. Alors ça l'est plus justement, c'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que ça va rentrer en commercialisation. Ouais, j'ai vu, on va parler entre autres de LG et de Huawei surtout. Oui. Ok, et moi je vous parlerai encore une fois de Zelda mais avec Breath of the Wild, avec enfin quelque chose qui a été réussi à être ouvert dans le jeu, j'en dis pas plus. Une jolie histoire. Et on enchaînera sur une chronique en parlant un petit peu de Breath of the Wild, en donnant des petites anecdotes, en vous montrant des petites choses rigolotes, peut-être notre avis sur le jeu et si on est hype pour le numéro 2 qui est pour l'année prochaine, du coup maintenant on sait que c'est pour 2022. Bah, c'est un jeu qui en 4 ans, on a découvert tellement de trucs que encore aujourd'hui, c'est encore des trucs qui sont découverts aujourd'hui. On va faire un petit retour sur tout ce qui a été découvert un peu, ça c'est sympa. Et également très récemment, là, je vais vous parler d'un coffre qui a été ouvert le 1er juillet, donc c'était il y a 5 jours quand même pas. Comme quoi. Donc voilà, et on passe tout de suite à l'actu. C'est parti. L'actu, ma voix se barre. Alors, on va commencer avec Zelda, le remake, donc The Legend of Zelda Skyward Sword HD, qui est la réédition de ce jeu qui était sorti de base sur Wii le 18 novembre 2011, donc il y a 10 ans, ça ne nous rajeunit pas. Et ce remake va sortir le 16 juillet prochain, donc dans 11 jours exactement, avec une amiibo que je vous montrerai juste après. Et je reparle un petit peu de ce jeu pour refaire un petit point sur les nouveautés que va apporter ce jeu. Nintendo ont publié le 2 juillet les nouveautés, ils ont refait un point sur les nouveautés qu'il allait avoir dans ce jeu. Donc c'est pour ça que je vais rappeler rapidement tout ce qu'il y a de nouveau. Déjà au niveau de la jouabilité, il y a des choses intéressantes qui doivent être dites. Ouais. Le jeu déjà de base, je vous rappelle que la Wii était sortie, donc le jeu est sorti sur Wii et ce jeu est sorti en 2011 et la Wii était sortie en 2007, donc 4 ans avant. Avant, à l'époque, pour y jouer sur Wii, on devait avoir obligatoirement le Wii Motion Plus. Alors, si vous ne vous souvenez plus, en gros, de base, dans les manettes Wii, vous avez un capteur de mouvement, de tracking, etc. Je ne sais même plus comment c'est le nom exact de Géo... je sais pas, c'est du motion gaming, quoi. Enfin, motion je sais plus gaming, comment ça s'appelait. Un capteur de mouvement, voilà, tout simplement. Ouais. Et cette première version était OK point. C'était vraiment les premières versions du motion tracking, etc.
Et en gros, avec ce jeu et Wii Sport Resort, je crois que c'est surtout Wii Sport Resort qui a introduit le jeu, ce qui est sorti très peu de temps avant ou en même temps. Je sais plus exactement, j'ai pas la date. Je crois que c'était proche. Pour moi, c'est vraiment celui-là qui était l'ambassadeur, j'avoue, de ce truc-là. Mais c'est vrai qu'il y a Wii Sport Resort aussi. Mais c'était inclus avec tout ça, je crois qu'il y avait. C'était pas Wii Music aussi, je crois. Oh, Wii Music, n'en parlons plus. N'en parlons plus. Jeu que j'ai eu, basant d'ailleurs. Oh la vache, vous êtes pas beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit Motion Plus avait l'avantage, alors je sais pas si ça marchait vraiment, mais je pense que oui. En fait, tu le branchais dans le port nunchuck, donc ça agrandissait ta manette, pas de mauvais jeu de mots, et ça te permettait d'avoir plus de reconnaissance de mouvement pour avoir une meilleure détection, c'était pour que ce soit beaucoup plus précis. Là, 10 ans plus tard, avec nos fameux Joy-Con, tout ça est de base dans le Joy-Con et même encore amélioré. D'ailleurs, les manettes d'après l'avaient de base aussi. La V2 ? Ouais, la V2 des... Ouais, effectivement, il y avait des Wiimote avec l'écrit en bas Wiimotion Plus intégré, include. Et les Joy-Con, après, eux, ils ont eu de manière native. Et après, on a eu... C'était un peu un aveu d'échec de Nintendo quand même, ce truc. C'était surtout parce qu'ils étaient en mode... En fait, c'était surtout la technologie avait avancé. C'était en mode... Ouais, en fait, ce serait bien de les rajouter pour rajouter plus de mouvements, plus que ce soit amélioré. Parce que quand la Wii U est sortie, les manettes commercialisées n'étaient plus que des avec Wii Motion Plus. Oui, bien sûr. Mais en 4 ans, moi, ça m'a fait un peu mal au cul de me dire... parce que du coup, ça rendait incompatible votre manette pour pas mal de jeux. Dont ce jeu-là, dont Wii Sport Resort, où tu devais obligatoirement avoir ce petit truc. Ça coûtait, je crois, 10 balles en plus. Il me semble que c'était plus cher que ça. Moi, il me semble que Breath of the Wild, tu l'achetais 70 balles au lieu de 50 et t'avais en fait 20 € de Motion. C'est possible. Après, je sais plus. Après, je sais que moi, j'avais... Après, je sais pas, ça dépend. Parce que moi, je m'en souviens quand j'avais acheté Wii Party U, ou c'était Wii Party normal, je sais plus. Je crois que c'était peut-être Wii Party normal. Il y avait déjà les Wii Motion Plus intégrés. Et je crois que j'avais acheté le jeu plus la manette à 60 balles. Ça allait encore. Wii Party, il coûtait pas cher. Il coûtait... Bon, quand même, il était quand même vendu au moins 40 balles. Ça faisait une manette à 20 balles, une neuve en Wii Motion Plus. Donc après, les Zelda sont toujours un peu plus chers. Zelda était beaucoup plus cher que ce jeu de base, même si ça l'est encore. Je trouve que les visages sont immondes. On y revient après, Raygar. Ah oui. On y revient un petit peu. Et donc, l'avantage de cette version Switch, c'est qu'il y aura deux modes. Donc, le mode avec Wii Motion Plus, je l'ai appelé le mode avec mouvement. Donc, vous allez prendre une Joy-Con dans chaque main et du coup, vous déplacer, utiliser les mouvements comme c'était de base dans le jeu de base sur Wii. Mais ils ont intégré également la version avec bouton. On pourrait très bien y jouer en mode, ça c'est très bien pour le mode portable ou tout simplement pour la Switch Lite. Bon, pour que le jeu soit jouable aussi. Pour le jeu soit jouable aussi, parce qu'on va pas se mentir, le fait que c'est du motion tracking comme beaucoup de jeux, au bout d'un moment, c'est fatigant. On va pas se mentir, c'est comme en gros, ça fait un peu comme ARMS avec le délire que soit tu utilises avec les deux manettes et tu joues comme ça, ou avec les boutons. Je trouve que c'est bien de laisser le choix, les deux choix. Oui. Et bon, je pense, j'ai pas peur sur l'optimisation parce que ils ont, avec ARMS entre autres, c'était très bien optimisé en mode manette. Les remakes de Mario Galaxy, c'était très bien fait. Donc je pense que là, on n'a pas peut-être un temps le temps de s'habituer, c'est tout. Mais ça allait peut-être la faire de 30 minutes, 1 heure, et puis après... Si je puis me permettre, je vais te dire pourquoi je m'en fais pas surtout, c'est parce que le jeu il est joué depuis 9 ans sur émulateur, sur PC. Et on a toujours joué comme ça en fait. Donc, puis bon, beaucoup de personnes sont beaucoup plus partisans des boutons et je peux le comprendre totalement, moi un petit peu. Team bouton. Ensuite, au niveau du visuel, on va venir sur ça. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a des choses à dire intéressantes. Ouais. Déjà, le jeu est en Full HD, comme vous en doutez, qui n'était pas sur la version Wii. Je crois que c'était au max du 720p et encore, parce que la Wii ne faisait du HD, mais uniquement si tu t'emmerdais avec avec un adaptateur, je sais même pas où tu pouvais l'acheter, l'adaptateur pour HD, mais bref, la Wii en HD, si t'es pas sur EMU, ça sert à rien. Et il va également tourner en 60 fps constant, ce qui n'était pas le cas sur Wii, je crois que c'était bloqué du 30, je pense. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le fait que ce soit en Full HD a été une tâche un peu compliquée, parce que le jeu, comme vous le voyez, le design est un petit peu particulier, c'est que c'est un design qui est un petit peu peint à la main, et qui a également des layers de couleurs pastel. Ça prend le côté réalisme de Twilight Princess et le côté toon shading de The Wind Waker. C'est vrai. Et au cas où le toon shading, c'est en gros un effet d'ombrage que tu fais sur ordinateur qui permet d'améliorer des traits pour que ça fasse plus dessin animé. Et Nintendo avait déjà tenté sur Skyward Sword une version remake HD. Et quand ils avaient testé, c'était vraiment pas terrible, c'était vraiment moche. Et là, ça va. C'est bon. On n'aime pas, c'est ok. Après, honnêtement, je trouve que Link et Zelda ont tête de gueudin, mais bon, ça c'est un détail.
Mais parce que bon voilà, J'ai toujours détesté la DA de ce Zelda, j'avoue. faut aimer la DA. Voilà, si t'aimes pas la direction artistique de ce jeu, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, ils ont quand même réussi à le remake et ça va, c'est quand même pas moche non plus, tu vois. Ça fait un peu bizarre, surtout les expressions visage, ça fait bizarre. Mais en vrai, je trouve que ça va encore. De toute façon, je vais pas te mytho, de mémoire dans le jeu, ce qui était vraiment le plus cringe niveau technique, c'était la distance d'affichage et le fait que c'était vraiment vide. Le fond était vide. En fait, le souci, c'est que dans le fond, ils avaient un système d'ombre qui se crée automatiquement pour que ça rend... Et en gros, le problème, c'est que ça dépendait de beaucoup de ton téléviseur. À l'époque, quand il y avait la Wii, je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas encore nés, vous êtes environ 2%. Non, je rigole. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, où tu jouais au jeu encore des fois sur des télé cathodiques ou sur les écrans plasma d'époque ou les écrans plats, et tout dépendait de ta télé et de comment elle affiche ça. Donc soit ça pouvait bien rendre, comme ça pouvait rendre totalement dégueulasse. C'est clair. Donc ça dépend. C'est clair. Ah, non, c'est un jeu qui n'a pas une bonne réputation. Moi, je considère qu'il mérite cette réputation. Il n'est pas très très bon. Moi, je suis un fan de Zelda, vraiment. Moi, à part Breath of the Wild, j'ai joué à très peu de Zelda. Moi, j'ai quasiment tous fait. Il y en a quelques-uns que j'ai pas encore fait. Je compte bien les rattraper. Mais je suis gros fan et c'est le seul Zelda de ma life que j'ai pas réussi à finir. J'ai essayé 2 fois, il me tombe des mains à chaque fois parce qu'il pue du cul, quoi. Après, peut-être là, le remake, il va peut-être donner peut-être plus envie. Alors, t'en reviendras après pourquoi le remake. On en parle après. Ok. Ouais, je continue sur les nouveautés du jeu. En soi, le confort du jeu a été amélioré, ce qui était un certain, bon, je vais pas dire le point noir du jeu, mais qui était quand même très embêtant. Déjà, on peut accélérer les dialogues. Donc, par exemple, en gros, quand tu appuies sur une touche, tu vas appuyer sur la touche B, ça va accélérer le dialogue. On peut skipper des cinématiques. Donc, en gros, tu appuies sur une touche et la touche plus, comme beaucoup de jeux maintenant, ça permet anodin, mais ça l'était pas à l'époque. Tu peux skipper les cinématiques. Et également, à chaque fois, tu ramasses un objet. Par exemple, c'est exactement comme Breath of the Wild. Quand tu vas ramasser l'objet pour la première fois, il va te l'afficher en grand avec les détails, etc. Et une fois que c'est fait, quand tu vas le ramasser à chaque fois, il va juste mettre le nom, mais il va plus te dire des détails de manière systématique. Même déjà de base, les détails vont être masqués, il faudra aller dans l'inventaire pour en savoir plus. Voilà. Donc déjà de ce côté-là, ça sera déjà beaucoup plus amélioré. D'ailleurs, j'appuie complètement ce truc-là, puisque maintenant que j'y repense, je pense que c'est un des Zelda les plus bavards. Il y a beaucoup de personnages, le début est très long, beaucoup de cinématiques au début, c'est vrai qu'il en a vraiment vraiment besoin celui-ci. Souvent, ça parle pas beaucoup Zelda, mais celui-là... c'est beaucoup, c'est peut-être trop même. Ouais, trop. Parce que d'ailleurs également, alors ça tu pourras peut-être en parler un peu plus, c'est au niveau de l'aide du jeu. Dans la première, alors moi j'ai pas joué donc je saurais pas vous dire, mais dans les premières versions j'ai lu que t'es littéralement, déjà de base le jeu n'est pas extrêmement dur, mais t'es vraiment pris par la main tout le long, parce que t'as des tutoriels, surtout au début, tout le temps. Exactement. Avec entre autres le personnage de Faye qui donne beaucoup de conseils, etc. Et ça pareil également, ça change. En gros maintenant de base c'est désactivé et tu veux l'activer dans les options pour que Faye te donne des aides, etc. et t'aide, ou c'est à toi, comme on voit ici, de donner des indices, etc., des conseils, etc. Quand tu en as besoin en appuyant sur une touche. J'ai pas noté la touche, mais en tout cas, il y en a une. Je crois que c'est peut-être sur elle ou une connerie du style. Ensuite, au niveau des sauvegardes, ah oui, et juste avant, au niveau des tutoriels, certains tutoriels du début du jeu qui sont obligatoires entre guillemets, tu pourrais également les skipper, sauf certains. Au niveau des sauvegardes, alors de base dans le jeu, on est obligé d'aller sur des statuts spéciaux pour les sauvegarder. Ils existent toujours, on peut toujours sauvegarder là-dessus, même si la sauvegarde automatique a été mise en place. Donc en gros maintenant, de manière systématique, comme beaucoup de jeux comme Breath of the Wild le plus récent, tu sais, il y a des sauvegardes de temps en temps de manière automatique, la base aujourd'hui. Et je trouve que c'est quelque chose de très bien. Et également une petite nouveauté donc avec une fonction Amiibo, donc l'Amiibo qu'on va vous montrer juste après. Il n'y a que, ou tu peux la montrer tout de suite si tu le souhaites. Voilà, elle sort en même temps que le jeu, donc l'Amiibo sort le 16 juillet prochain. Et c'est la seule Amiibo qui marche avec le jeu. Les autres Amiibo de Zelda Link, tout ce que tu veux, ne sont pas compatibles. Et cet Amiibo va permettre, entre autres, d'aller de manière très rapide du ciel
à la la surface, Terre, quoi, de la terre au ciel, quoi, en gros. Au lieu de devoir passer aller à chaque fois un oiseau pour te transporter, etc. En gros, là, tu prends l'amiibo, ça téléporte. Voilà. C'est une petite option. L'avantage, je trouve que c'est bien qu'ils font ça parce qu'au moins, c'est un raccourci qui est utile in-game si vraiment t'as envie de tryhard. Mais si tu l'as pas, c'est pas grave. Voilà. Bah, Après, franchement, il est tellement chiant le jeu. Moi, je trouve ça un peu honteux qu'ils rendent ça payant. Oh, pardon. En fait, t'as le fast travel qui est payant dans le jeu. c'est vrai. Après, je sais pas, après ils ont peut-être amélioré le fait que tu peux te déplacer plus rapidement, je sais pas. Bah, sachant que le jeu a un des pires level design jamais vu dans un Zelda. Tu fais des allers-retours constamment, c'est tout le principe du jeu. Parce que Le fast travel, c'était le truc le plus utile du jeu et ils le rendent payant, je trouve ça immonde. c'est peut-être un peu embêtant parce que sachant que le jeu n'est pas du tout modifié, le jeu en lui-même, la réaction artistique, les missions, le jeu tel que vous l'avez connu sur Wii ne change pas, c'est juste des améliorations pour le confort et esthétique. Et encore. Mais voilà, c'est juste ça. Là d'ailleurs, j'ai fait le tour de toutes les nouveautés. Donc le jeu sort, comme je l'ai dit, le 16 juillet avec cet amiibo-là et des manettes que j'ai mis sur le tweet suivant. Deux manettes qui sont assez jolies, je te laisse le mettre en Assez en grand. sympathique. Elles sont assez sympas. Après, bon, je vais pas racheter des Joy-Con exprès pour ça, tu Non. vois. Mais elles sont sympas. Un peu étrange, les bleus dépareillés, j'avais pas vu, je croyais que c'était le même. Mais Bon, elles sont sympathiques. J'aime bien les dragons sur les trucs pour le. Ouais, les la dragons sont sécurité. cool. Elles sont assez cool. Et je vois à droite GG pour le drift. Ouais, parce que ça aussi, ça se passe un peu drifter, ça aussi. Ah ouais, là-dessus, t'es dégoûté, hein, si t'as le drift. C'est sûr. Et ouais, elles seront également disponibles le 16, je le vois bien à droite. Donc voilà pour toutes les nouveautés de ce jeu. Est-ce que c'est un jeu du coup avec lequel tu as envie de rejouer Est-ce que tu as envie de l'acheter Est-ce que le chat, vous avez envie de l'acheter Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu également, le chat Moi, Tu c'est l'as un joué. jeu avec lequel j'aimerais bien me rabibocher parce qu'on n'est pas partis copains. Et pourtant, j'y ai passé vraiment, je pense en tout, j'ai dû mettre 35 € au jeu à le recommencer et j'ai jamais réussi à le finir. J'aimerais bien me rabibocher avec, mais il n'y a pas d'amélioration significative, c'est-à-dire que le fast travel payant, allez vous faire foutre pour que je paye pour un fast travel dans un jeu. Sympa en bête. Surtout que il avait un autre problème ce jeu, c'était que le menuing, donc vraiment tout ce qui est menu contextuel, inventaire, tout ça, était dégueulasse. Long de ouf, entre autres ralenti par Faye justement comme tu l'as dit, qui venait de parler toutes les 2 minutes. Ça c'est fini. Ça. Et en fait je me dis donc là pour faire un fast travel payant à 20 balles, puisque c'est le prix d'un amiibo plus ou moins. 15 balles. Ouais, 15 Mais bon. balles. À rupture de stock partout, donc il y a des petits charros qui vont... Ça c'est sûr, t'inquiète pas. Mais donc pour un fast travel à 15 balles, je vous fais la méthode. Hein. Au lieu de faire start, téléportation rapide, ciel, par exemple, ce qui serait normal dans un jeu, eh bien sur Breath of the Wild, en plus de payer, tu vas devoir faire start, amiibo, prendre ton amiibo, le mettre sur ta Switch, l'enlever de ta Switch, dire oui, il est bien vérifié. Oui, pardon, Skyward Sword, excuse-moi, t'as raison. Dire il est bien vérifié mon amiibo, dire où tu veux aller et faire ça à chaque fois. Donc en plus d'être un fast travel payant, il va te prendre 5 minutes à chaque fois. Alors je crois pas, je crois que in-game, faudra juste que tu prends ta manette, tu poses ton amiibo. T'as pas besoin d'aller dans un menu. Ouais. Mais ça fait un fast travel méga super long quand même. tu dois te transporter avec ton amiibo. C'est-à-dire que t'es dans les transports en commun, tu vas devoir sortir ton amiibo en mode C'est ça, Donc, les mecs c'est des génies. Les mecs ils font la Switch pour que tu joues dans le train et ils te vendent un amiibo pour avoir une fonctionnalité. Mais vous êtes cons ou quoi en fait, Et le tout pour 60 balles évidemment sans l'amiibo. C'est vrai que peut-être quand même le fait d'avoir... Et là vous avez pas les Joy-Con inclus en plus. Ah, je sais pas si c'est un pack, mais je crois pas, mais en tout cas ça va revenir quand même plus cher. En tout cas, à voir si la fonctionnalité est vraiment, je pense, comme tu le dis, elle a l'air d'être, utile la fonctionnalité. Ah, je te jure, le jeu on a besoin de ouf. Je pense qu'il y en a, à moins qu'ils ont mis peut-être plus d'endroits un oiseau pour partir des cieux jusqu'à la terre et vice-versa. Raiga, c'est pour toi. Hein. Mais à voir. Mais effectivement, comme le dit Raiga, pour lui l'esthétique, ça le repousse trop, surtout Zelda. Complètement. Par contre, Link, il est très très proche, je trouve, visuellement de Twilight Princess. Pour moi, il a le même physique quasiment, et surtout, il a les mêmes dimensions. C'est vrai. Tu vois, il est très très proportionné, très bien proportionné, très. Il m'a toujours fait penser à celui-là, je sais pas pourquoi. Il fait beaucoup plus jeune ado, là je trouve, et puis il fait fort, Zelda aussi ça fait fort, pâte à modeler. C'est vrai qu'il faut aimer le côté réaliste et dessin animé. La tête vide de Zelda. Bonjour. Avant, putain, il y a un problème avec son cou là. Oui. Et surtout c'est l'époque oui, hein, je vous le rappelle. Il se voulait être marqué, il voulait une DA marquée, le jeu, il l'a eu, sa DA marquée. C'est bête parce que là, comme on l'a vu juste avant, juste en full dessin, c'est beaucoup plus beau en fait.
Oui. Mais bon, c'est peut-être un peu plus chiant à connaître. Alors après, il a une autre particularité, ce jeu. Enfin, il y en a deux autres. Déjà, c'est un Zelda aérien, puisqu'on vous allez voler littéralement sur un oiseau. Honnêtement, je pense que ça va être ça, le Breath of the Wild 2 sera très inspiré de ça. Je pense. Ouais, je pense aussi. D'ailleurs, le moment où il chute en l'air dans le trailer de Breath of the Wild 2 a tout de suite rappelé à tout le monde quand tu chutes dans Skyward Sword, qui est vraiment une micro-cinématique qui intervient énormément dans le jeu, puisqu'en fait, depuis les airs, vous allez aller atterrir sur la planète Terre, en gros, enfin, dans Hyrule, dans le royaume d'Hyrule, à différents endroits du royaume, et toujours avec cette cinématique où Link se jette de centaines, enfin de kilomètres, de 3 km de haut sur Terre. Et c'était marquant. Et donc ça, c'était une des grosses nouveautés du jeu, c'était le fait de pouvoir voler littéralement. Avant d'atterrir sur Terre et de te faire chier, en fait, tout ce qui était dans le ciel, c'était plutôt rigolo. Et dès que t'atterrissais dans le royaume d'Hyrule, c'était absolument abominable. En plus d'être ultra répétitif, tu faisais tout le temps la même chose. Et l'autre truc surtout, c'est que c'est le jeu qui intervient le premier dans la chronologie Zelda. Et ça, c'était assez novateur, et vous n'allez pas reconnaître vraiment beaucoup de choses. Et ça, c'est assez cool. Là-dedans, j'avoue, c'est dommage qu'il soit si pas ouf, alors que l'histoire avait moyen d'être très cool et que c'est vraiment les prémices de Zelda, quoi. Et ça, c'était chouette. C'est peut-être un jeu qui est peut-être plus, orienté plus pour les personnes qui sont vraiment à fond dans Zelda, Link, qui sont vraiment à fond dans la licence, et qui veulent vraiment tout connaître par cœur, qui veulent vraiment tout faire. Après, je sais pas, si par exemple une personne comme moi qui qui connaît très peu Zelda, Link, tout ça, qui a joué à part Breath of the Wild, j'ai joué à aucun autre jeu, tapez-moi. Je sais pas si c'est... je pense pas que c'est un jeu dans lequel il faut que je m'aventure, quoi. J'aurais du mal à te le conseiller. Voilà, vaut mieux clairement que Breath of the Wild je l'ai fait, ou clairement que je retourne sur 64 et faire... Moi, je t'amènerais sur Wind Waker. Wind Waker ou Ocarina of Time. Wind Waker, pareil, qu'on conseille beaucoup. Je pense que c'est Wind Waker le meilleur pont entre Breath of the Wild et le reste de la licence, honnêtement. Et en fait, ce qui me fait chier aussi, c'est qu'il était très orienté motion gaming, du coup, Skyward Sword, genre très, tout ce que tu faisais, fallait faire. Bah, c'était très oui, quoi, littéralement. Et puis, le souci, c'est que il faut aimer. Bah ouais, mais moi, j'ai peur que de passer en bouton, en fait, ça en fasse juste un jeu nul. C'est sûr. Pas te mentir. On verra bien. On verra bien. En tout cas, moi, c'est pas. Je suis pas très fan des jeux Zelda, Legends of Zelda ou Link, etc. Je sais pas, en vrai, après avoir. De toute façon, je suis un sale con qui a fait Breath of the Wild, Link CDI. Mais t'as raison, écoute. Link CDI. Ça, c'est fort, ça, c'est très fort. Par contre. Non, en vrai, c'est juste avec un pote, après avoir fait Mario Hotel, on a testé les. Je sais même pas s'il regarde, mais coucou, si tu regardes, il va se reconnaître. Et je pense que tu sais de qui je parle. En tout cas, on a essayé de faire. C'était Link Face of the Feywild sur CDI. Oh, sauf qu'il y a pratiquement aucun émulateur CDI, on se demande pourquoi. Et le souci, c'est que ça prend même pas en charge à la manette, t'es obligé d'y jouer à la souris. Let's go! Ce qui est juste impossible. Donc on n'a pas pu jouer parce que c'est pas possible en fait de jouer à la souris. Bravo au JDG d'avoir réussi à mettre la main sur une CDI en état de fonctionnement. J'ai regardé les prix sur eBay, c'est chaud. Hein. Ah ouais, ça doit être tendu. Hein. C'est tendu. Eh ben écoutez, si Link a la tête dans le ciel, nous on l'a dans les étoiles et on va passer à Starlink. Connaissez-vous le petit projet d'un tout petit entrepreneur, un certain Elon Musk, je pense que vous n'avez jamais entendu parler de ce type-là, qui nous promet Internet partout sur la planète à haut débit, que vous soyez au fin fond du Pérou ou de la Creuse, grosso modo, vous aurez accès à Internet à haut débit grâce à Starlink. C'est un projet qui a maintenant plusieurs années, mais qui est effectif, vous pouvez essayer Starlink. En France même depuis quelques mois et lors de la Mobile World Congress du coup de la semaine dernière, le petit Elon il est venu un petit peu nous parler de ce qui se passait autour de Starlink et des avancées futures du projet. D'ailleurs pour juste préciser, notre chaîne Elon Musk est derrière entre autres SpaceX, PayPal c'était lui également, Tesla c'est lui. Il a fait quoi d'autre? The Boring Company qui fait des lance-flammes. Voilà, mais bon, ça je ne savais pas. Il a promis qu'il ferait un lance-flamme, il a fait un lance-flamme sous le nom de Boring Company, la compagnie chiante. Enfin, il en a rien à foutre, hein, Elon Musk, hein, clairement. Il en a rien à foutre, ouais. Vraiment, il en a rien à faire, mais bref, personnage assez intéressant dans le délire de Jeff Bezos, etc. Millionnaire, toi-même, tu sais. C'est ça, quand il n'est pas en train de manipuler le marché, il envoie des satellites dans l'espace. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va faire un petit point du coup sur tout ce qui est Starlink. D'abord, qu'est-ce que ça propose aujourd'hui et la vision future de Monsieur Musk et de son équipe. Vous allez voir, c'est quand même assez intéressant.
c'est très ambitieux évidemment, hein. Si c'est signé Elon, c'est forcément ambitieux. Comment s'appelle le Loop je pense à un autre projet. L'Hyperloop. L'Hyperloop, tout ça, voilà. L'Hyperloop qui est un train. Alors je sais, c'est encore en test à l'heure actuelle. Je crois que c'est en développement au Japon, je sais plus. Bah, Los Angeles c'est devenu une autoroute parce qu'il n'y a pas d'Hyperloop et c'est un super beau tunnel, donc maintenant ils font passer des bagnoles dedans. En gros, l'Hyperloop c'est censé être un train souterrain qui est projeté à grande vitesse par champ magnétique ou. Ouais, en fait le principe c'est un tube. Je sais même pas. Bon, j'aurais peut-être pas dû en parler, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Allez, on fait le point. C'est un tube qui est sous vide. Et comme il est sous vide, il y a très peu de friction. Et je me suis trompé de caméra. Hop, voilà. C'est un tube qui est sous vide et comme il est sous vide, il y a très peu de friction et dedans on fait passer un train qui du coup est envoyé très rapidement et comme il y a peu de friction, il va très vite. Et à la fin on l'arrête avec un coussin d'air qui vient le... Voilà. C'est ça le projet, ça coûte extrêmement cher évidemment, mais ça permettrait d'aller plus vite que l'avion. Je crois littéralement tu fais un Paris-New York en 2 heures. C'est un délire. C'est ouf quoi. C'est un délire. Ça en projet, c'est toujours en test. C'est un projet en test, ouais. Tout à fait. Mais c'est pas le sujet du jour. Je reviens sur Starlink. C'est l'ambition avec plein de dollars, bien sûr. C'est vrai, Rega, tu as raison. Starlink, qui aujourd'hui, du coup, est un réseau satellitaire d'Internet, qui permet littéralement à n'importe qui sur la planète d'avoir accès à Internet à des débits décents. Je vais vous en parler justement des débits. Actuellement, on a calculé, on a mesuré plutôt entre 50 et 150 mégabits par seconde en download, en téléchargement, ce qui reste très correct. C'est très bon. Une latence comprise entre 30 et 60 millisecondes en moyenne, hein, sur tous les utilisateurs Starlink, ce qui est pas fou, mais comparé à de l'ADSL pas très ouf, ou plutôt de l'XDSL, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas... Pour vous comparer ces chiffres-là par rapport à la fibre, c'est moins bien, c'est pas terrible, mais par rapport à la DSL, de la 4G, c'est équivalent ou beaucoup mieux déjà. Ah oui, bah c'est vraiment c'est assez intéressant si vous n'avez pas accès à la fibre mais que vous avez la DSL vraiment médiocre ou alors que vous avez pas de 4G mais du H+, voilà. Vous avez vraiment mieux là. Hein. Le but, une fois le réseau complètement mis en place, et vous allez voir que l'ambition est là, c'est littéralement d'atteindre des connexions de fibre. Ils pensent pouvoir monter jusqu'à 1 giga par seconde pour chaque utilisateur, ce qui est littéralement de la fibre, oui. Et descendre, alors là la latence ne va pas descendre autant que de la fibre, on va rester autour des 20 millisecondes, ce qui est très correct. Hein. 20 millisecondes aujourd'hui sur une connexion, c'est complètement correct. On est en phase de commercialisation du projet, comme je vous le disais, ça prend un peu de temps à se lancer dans tous les pays, mais on y est. Par contre, on est toujours en bêta. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est toujours dit, on est en bêta. Aujourd'hui, une installation de Starlink, c'est légèrement onéreux. On est à 99 euros, pardon, je vous l'ai mis en euros justement, 99 € par mois. Et c'est pas tout, parce qu'à côté de ça, il faut acheter le matériel. Ce matériel-là, justement, ce matériel-là que vous voyez ici, donc une parabole avec tout ce qu'il faut pour le brancher et compagnie, et bah ça coûte 500 €. Et avec les frais de traitement et d'expédition, on monte à 558 €. Donc tu arrives, tu payes 558 €, et après tu vas te retrouver à payer 100 € par mois. Alors c'est cher, c'est très cher, mais mise en perspective des prix des abonnements dans d'autres pays que la France, c'est pas si cher. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que au Canada, aux États-Unis, 100 € par mois pour Internet, c'est pas cher. Hein. En France, je voulais juste dire, c'est concurrentiel. Voilà, c'est très concurrentiel. En France, ça l'est pas du tout. Clairement, ça l'est pas du tout parce qu'on a une moyenne de 30, 40, 50 balles maximum pour l'Internet avec forfait. Donc Starlink, à ces prix-là, aura énormément de mal à s'installer en France, qu'on est vraiment pas cher du tout. C'est ça. On est vraiment pas cher. Après, il faut garder à l'esprit que l'avantage, c'est qu'en fait, c'est de la concurrence qui n'en est pas une, puisque toi, tu viens essayer de grappiller les clients qui n'ont pas d'autre option. C'est ça aussi. C'est bien pour les zones. Si, mettons, ça, c'est pas un truc que tu vas mettre à Paris, Lille ou dans des grandes villes ou dans des endroits qui sont beaucoup peuplés. Ça, c'est bien, mettons, quand t'es dans le trou du cul de la France, du monde. Ah oui. Où tu n'as rien, t'as pas 4G, t'as rien du tout. Ça par satellite, ça serait très pratique. On vous voit, les habitants de la Creuse. Vous nous voyez pas, mais nous, on vous voit, du coup. Mettez ça pour regarder ta. C'est pour vous, les gars. C'est pour vous. Moi, c'est Goudal qui nous dit que l'Hyperloop va 2 à 3 fois plus vite que le TGV, effectivement.
Eh ben, ça, Même c'est, plus, je crois c'est les pas mal. dernières informations nous disaient encore plus Je vite. crois qu'ils Après, ont fait des faut voir. records, mais je pense que la vitesse moyenne visée, je sais pas combien c'est, mais ça Ouais, doit parce que plus bas que le record. le normal. problème du record, c'est que tu peux pas le faire comme un TGV. Le Ouais, record d'un bah, TGV, c'est 300 km/h, mais il ne va jamais avec des Bien passagers sûr. à 300 km/h. Bien Pour des sûr. questions de sécurité, etc. Raga qui milite pour l'internet gratuit. Eh ben écoute, Elon n'est pas d'accord avec toi. C'est comme l'eau, Manifestement. l'électricité, et c'est pas gratuit, bah Internet, ça le sera jamais. Non, bon, non, ça se fera jamais. Mais tu vas voir que même s'il n'est pas d'accord avec toi, il a quand même des plans plutôt intéressants, puisque du coup, il a pris la parole pendant le Mobile World Congress, et en partant du constat que je viens de vous dresser sur Starlink, il nous a parlé de l'avenir et de ce que lui voyait pour sa boîte. Il est très visionnaire. Hein. Il est plutôt visionnaire, et déjà, il nous promet qu'il travaille sur une deuxième génération de matériel, donc vraiment ça, et que le but, c'est de diviser par 2 le prix. Parce que ce qu'il C'est faut, le but. petite anecdote, Ouais, le prix là, alors tu as dit que c'est 500 euros, je crois, vendu ça 500 euros le 500, kit. enfin 500 euros, 500 dollars le kit, c'est extrêmement pas cher pour combien ça coûte. C'est justement, je vais tu voulais parler de ça? Ouais. Ah, voilà, je te laisse Tu vas voir, continuer, du coup. tu vas voir. T'as raison. Il nous a révélé de toute façon qu'il perdait de l'argent sur tous les kits vendus actuellement. Et là, je vais vous citer Monsieur Musk. Nous perdons de l'argent sur le terminal en ce moment. Ce terminal nous coûte plus de 1000 $. Nous subventionnons évidemment le coût du terminal et nous travaillons sur des terminaux de nouvelle génération qui offriront le même niveau de capacité, à peu près le même niveau de capacité, mais qui coûteront beaucoup moins cher. Au fil du temps, nous aimerions réduire le coût du terminal de 500 $ à, je ne sais pas, 300 $ ou 250 $ ou quelque chose comme ça. Voilà, là c'est vraiment sa citation, hein. J'ai pas rajouté des choses. Hein. Donc voilà, il vise un kit à 250 $, ce qui serait assez fou, hein, quelque part. Après, moi je pense que, et il le sait très bien, c'est un effet d'annonce, je pense que c'est pas les 500 $ qui rebutent, je pense que c'est les 99 par mois, hein, clairement. Ça, il en a beaucoup moins parlé. Mais je pense pas que les personnes qui n'ont pas le choix et qui sont obligées de passer par sa solution soient rebutées par 500 € pour se connecter avec le monde entier. Si vraiment tu en as besoin, ou T'as pas même d'autre pour ton solution. travail ou quoi que ce soit, 500 €, oui c'est cher, mais en une demi-année, tu as payé plus d'abonnements, quoi. Clairement. Donc en tout cas, voilà l'ambition au niveau tarifaire. Il prévoit aussi d'améliorer la résistance à la chaleur du produit. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, en Arizona, on a déjà détecté des coupures de réseau dues aux fortes chaleurs. On est monté à plus de 50 degrés cette année encore. Donc l'antenne aurait un petit peu de mal sous forte chaleur à rester stable. Donc c'est prévu pour une deuxième génération aussi d'améliorer ça. C'est intéressant de voir qu'il y a plutôt un bon suivi. En même temps, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont 70 000 abonnés aujourd'hui. Alors 70 000 abonnés, l'avantage c'est que c'est peu, pour une entreprise de cette taille aussi. Hein. C'est peu, mais ça permet d'avoir un vrai suivi profond des utilisateurs, parce que l'intérêt c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des early adopters, donc des gens qui achètent très tôt la technologie sur promesse. C'est clairement des gens à qui on n'a pas dit bah regarde ça marche partout dans le monde, il manque que toi, il y a déjà des millions et des millions d'utilisateurs. Non, eux c'est des gens qui croient au projet, qui achètent plein pot et qui font beaucoup de retours. C'est vraiment des clients... Des testeurs, etc. Exactement, ouais. C'est des clients qui sont hyper importants pour n'importe quel produit tech, entre autres. On pourrait dire des bêta-testeurs quelque part, en même temps c'est ce que c'est, hein, c'est en bêta. Ouais, c'est ça. Donc ils ont un vrai bon retour de leur part et apparemment ils les écoutent pas mal. Mais 70 000 abonnés, on est très loin d'un seuil de rentabilité. Ouais. Et là, je vais vous poser une question. À votre avis, combien de... Bon, c'est affiché, donc je vais pas le faire, j'ai baissé trop loin. Ils visent 500 000 clients dans 1 an, ce qui, ça, serait le seuil plus ou moins de rentabilité du projet. Ce qui est, je trouve, pas beaucoup. Pour un projet de cette envergure, rappelons que c'est quand même une entreprise qui envoie des milliers de satellites dans l'espace pour être C'est ouf, hein, en orbite. Hein. En orbite basse autour de la Je Terre. crois qu'il y a un site web qui on peut couvrir, voir en temps réel les satellites. Tu peux les voir, il me semble, en temps réel. Je veux bien que tu me le mettes dans le runner si tu le retrouves, je dis pas non. Je regarde ça. Je te remercie. Donc il faudrait passer de 70 000 à 500 000 abonnés en 1 an. Moi je trouve que c'est pas énorme honnêtement et que c'est carrément atteignable. Et ça m'étonnerait pas qu'il fasse. Alors encore une fois, c'est pas pour dégager des profits, hein. On parle de commencer à pu être dans le rouge, quoi. Pour que le projet puisse durer assez longtemps, même si il m'étonnerait très franchement que Musk fasse demi-tour, même s'il n'a pas ses 500 000 clients l'année prochaine.
avec tout l'argent déjà investi, ça m'étonnerait qu'ils reviennent en arrière. Tout ça, ça dépendra, le nombre de clients, le nombre de nouveaux clients, ça dépendra de la baisse de prix qui est prévue et si ça arrive assez vite, et aussi du lancement des prochains satellites. Car oui, la technologie reposant sur des satellites en orbite basse, le but du jeu, c'est d'en avoir assez pour avoir un maillage de la Terre entière, ce qui n'est pas le cas actuellement, ou plutôt ce qui va être le cas bientôt, pour être plus précis. Aujourd'hui, on a 1500 satellites en gros. Je l'ai mis dans Merci beaucoup. je l'ai mis en description. Alors, j'ai pas trouvé le site, mais vous allez le voir, ça va faire comme Ouais. une espèce de constellation. Eh ben nickel. Je dis juste qu'effectivement, Brasseur Goudal a précisé le record du TGV est maintenant de 574 km/h. Je ne savais même pas. Je sais qu'à l'époque c'était 300, mais je ne savais pas qu'il était battu. Tiens, ce record. Ça va vite cette connerie, hein. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Il est tout en bas. Tout en bas, merci. Yes. Ouais. Là, le Google. Et ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les satellites sont à l'heure actuelle en orbite Super. et ça fait vraiment une espèce de constellation en trait. D'accord, on va vous montrer. C'est assez étonnant. tout Vous de les avez suite, peut-être même déjà vus, hein, c'est C'est possible. possible. Je sais pas si c'est visible depuis la Terre quand c'est vraiment vu, mais c'est possible. Moi j'ai déjà vu des vidéos de mecs qui les voient passer, surtout au lancement aussi. T'as eu beaucoup de vidéos au lancement parce que voilà, ça fait des chouchous petits trains. Donc voilà, vous voyez ce type de satellite, plus exactement ce type de satellite. Il n'y en a rien à foutre, Elon Musk. En randonnion, qui viennent pourrir l'espace basse, l'orbite basse de la Terre. Ne vous inquiétez pas qu'il y en a déjà des milliards. Il y en a déjà 1000. Alors oui, il y en a déjà eu plein d'autres avant, surtout beaucoup de débris. On est des porcs même dans l'espace, comme quoi l'humain ne se refait pas. Alors, sachant que ils font assez attention sur ça, justement. Déjà, ils ont fait par rapport aux fusées, etc., avec entre autres SpaceX, que je ne sais même pas si je vais préciser que Elon Musk a SpaceX, Ouais, qui sont les concurrents partenaires directs de la NASA. Parce que déjà, ils veulent en 2025 aller sur Mars, qu'un homme aille sur Mars, et c'est toujours prévu. Hein, je rappelle qu'il faut 6 mois pour aller sur Mars. On ne sait pas si ce sera pour 2025, parce que c'est dans pas longtemps. Et ils ont déjà réussi à concevoir une fusée qui revient sur Terre, au lieu que le lanceur, le lanceur reste dans l'espace, elle revient sur Terre, puis au moins c'est réutilisé. Et je crois, si j'ai pas de bêtises, avec ce genre de satellite, je crois qu'il y a des options, il faut des navettes qui permettent entre autres de récupérer le satellite, le remettre sur Terre, pour le réparer ou le rénover, le recycler. J'espère bien. Après, on va pas se leurrer, hein. Elon Musk, c'est pas un amoureux de l'écologie. Hein. Il fait ça parce que ça coûte moins cher, surtout. C'est surtout ça, ouais. Mais voilà, en tout cas, on en a 1500 actuellement. Grumuf qui nous confirme que c'est complètement visible, les satellites. Il a dû les voir lui-même. 1500 satellites actuellement qui offrent une bande passante d'environ 30 terabits par seconde pour la planète entière. Alors, pas pour la planète entière. Aujourd'hui, on a une douzaine de pays couverts. Et évidemment, le but, c'est de monter très vite en gamme là-dessus en augmentant le nombre de satellites pour augmenter la couverture mondiale. À partir du mois d'août, et là c'est une citation encore, à partir du mois d'août, nous devrions avoir une connexion globale partout, sauf dans les pôles. Donc, c'est plus ou moins bon. D'ici un mois, normalement, Starlink permettra de se connecter à Internet partout dans le monde, sauf dans les pôles. En même temps, on se doute bien que c'est pas très rentable dans les pôles, on peut le comprendre. Donc ça, c'est assez fou quand même. C'est compliqué parce que avoir une orbite dans les pôles, c'est compliqué. En plus de ça, c'est pas le plus facile. En effet, tu as bien raison. Musk qui nous précise aussi qu'il n'a pas du tout pour ambition de concurrencer la fibre. Alors ça, c'est intéressant. Puisqu'il sait bien que à partir du moment où tu es fibré, tu n'as aucun intérêt à prendre SpaceX. Clairement pas. Mais lui, il voit plutôt comme une alternative à tout ce qui est ADSL un peu médiocre, ou plutôt comme un trait d'union entre la fibre et la 5G. Alors, en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est que la fibre, tu vas avoir d'excellentes connexions sans pouvoir bouger. La 5G, tu vas avoir d'excellentes connexions si c'est bien couvert par la 5G. Mais il sait qu'il y a un monde entre les deux qui est très vaste, qui n'aura jamais la 5G, ou plutôt qu'il l'aura dans très 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 longtemps. Et c'est là-dessus qu'il veut capitaliser. D'ailleurs, et ça, moi, c'est peut-être l'utilisation que je trouve la plus intéressante de Starlink au final. Ils envisagent de fournir des connexions fiables aux utilisateurs en mouvement. Donc on pense aux camping-cars, aux vannes, aux bateaux, à tout ce qui peut être en mouvement et qui pourrait avoir une connexion internet stable. Aussi, ouais. Et ça, je trouve ça chouette. Et c'est peut-être l'utilisation qui, au final, moi, m'intéresse le plus, j'avoue. Et il termine en disant que, comme la majorité des FAI, donc des fournisseurs d'accès Internet,
Orange, SFR, tout ça, quoi. Comme la majorité de ces fournisseurs d'accès, il va essayer rapidement d'établir des relais directs avec les principaux services d'Internet comme YouTube et Netflix. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous faites une requête vers le serveur YouTube, Netflix, tout ça, Facebook aussi, en fait, c'est une requête qui est très rapidement reconnue et qui va transiter directement vers les bons serveurs au lieu d'être un petit peu ballottée à droite à gauche. Comme c'est une bande passante mondiale qui est gigantesque, on a mis en place des simplifications pour pas que ça prenne 1000 ans. Et c'est pas encore disponible sur Starlink, ça veut pas dire que vous pouvez pas aller sur ces sites du tout, hein. Il n'y a pas de restriction, hein. C'est juste qu'aujourd'hui, la requête peut être un peu ballottée entre 2-3 serveurs avant d'arriver à YouTube. Et ils envisagent tout ça. Il nous dit d'ailleurs, nous ferons en sorte que peu importe votre usage, le flux de données soit toujours le plus direct possible pour améliorer les performances et réduire la latence, toujours dans un souci d'optimiser ce qui est déjà en place, et ils ont bien raison. Voilà le point un petit peu, donc vraiment le goal c'est l'année prochaine, 500 000 utilisateurs de Starlink, et peut-être vous, je ne sais pas si vous disposez d'une connexion internet qui vous satisfasse ou pas. Après, je pense que ce sera surtout quelque chose qui sera surtout utile, admettons, pour la Russie ou les États-Unis, parce que ce sont des pays immenses. Et des fois, il y a des personnes genre, qui sont implantées dans des endroits, des trous paumés, et pour mettons que d'eux, on est obligé de tirer des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de fibres. Qu'en France, c'est pas du tout le cas, hein. La France est beaucoup plus petit, t'as beaucoup moins de câbles à tirer, et c'est beaucoup plus simple de faire de fibres. Mais il y a encore des zones blanches. Même s'il y a encore quelques zones blanches, pour le peu qu'il y a, après, c'est des zones blanches qui sont 90% du temps zone blanche fibre, mais pas zone blanche en 4G ou en 5G. Ça dépend. Ça dépend, il y en a montagne, encore. tu vois, tu vas pas... Oui, mais bon, qui se capte en 4G en montagne. Ah non, mais c'est eux qui visent, c'est ces gens-là qui visent. C'est vrai, il y a quelques personnes, mais il n'y en a pas des masses. Après, c'est sûr, pour ce genre de personnes, c'est toujours utile. J'ai cassé ma montre. Pour les États-Unis, pareil. Pour beaucoup de pays, c'est vrai que ça peut être avantageux comme en mer pour surtout des personnes très spécifiques, je pense. Oui. Sachant qu'en France, ça existe déjà depuis un moment. Alors, c'est pas par satellite, mais par parabole. Donc, c'est également par satellite, mais par les satellites utilisés par la télévision. Donc, c'est un peu plus technique, mais c'est dans le même système. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est Nord-Fibre ou une connerie du style. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est dans le même système. T'as une parabole que tu places et que tu fibres par rapport à ça. T'as atteint des taux assez intéressants. C'est relativement très rapide. Dans certains endroits, c'était là avant la fibre, même si ça revient au long terme beaucoup plus cher qu'une offre fibre plus classique. Bien sûr. Ah ouais, les coupures internet quand je suis dans mon jet, c'est insupportable. Merci Elon. Oui, mais pensons à ces gens-là. Non, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que là, on a affaire à un truc assez fou. Nordnet. Effectivement, c'est ça. Merci beaucoup, Brasseur. On a affaire à un truc qui est quand même fou et on n'y pense pas forcément. On a affaire au premier fournisseur d'accès Internet mondial. C'est ça aussi qui est ouf, hein, ouais. Et ça, c'est assez dingo. Et ce fournisseur d'accès Internet mondial vise 500 000 employés. Intéressant comme choix de mots. Abonnés. Moi, ça me semble atteignable, honnêtement. Parce que là oui, le plus gros intérêt, c'est qu'en fait, là, on parle de la France, des États-Unis, tout ça. Bon, d'accord, c'est relativement correct quand même ce qu'on a chez nous, voire plus que correct en France, honnêtement. Mais là, c'est s'ouvrir au monde entier. Et là, je pense aux pays un peu moins développés, malheureusement, sur ce point-là, sur la couverture Internet. Il y a vraiment des folies à faire, je pense. Par contre, à $500 plus 99 par mois... pour l'Espoil, en gros, le kit, comme on a montré tout à l'heure, le fameux kit que tu es obligé, le kit de réception, de payer ça $500 plus 100 balles de comment ça s'appelle déjà d'abonnement par mois mensuel. Non, enfin c'est 100 balles, je crois que c'est 100 balles d'envoi. Ah oui, non, c'est de... Alors, de mise en marche, je sais plus. Ils ont mis ça en traitement et envoi, voilà. Ok, ouais, donc tu le reçois $100 de ça, et tous les mois, ton abonnement, c'est 100 balles. Donc dis-toi, c'est comme si que ta Freebox, tu la payes $500 dès que tu arrives, et tous les mois, tu payes 100 €. Donc c'est un tout petit peu cher. Mais après, il y a aussi plein de pays. Alors, les débits, je te le refais si tu veux, Lèche-Poil. Actuellement, on est à débit mesuré sur l'ensemble des utilisateurs entre 50 et 150 MB secondes en téléchargement, avec une latence entre 30 et 60 millisecondes. Voilà. Actuellement, et ils visent à terme, une fois le réseau satellitaire complété, 1 gigaseconde, donc de la fibre, clairement, et 20 millisecondes de latence.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, pour la France, par exemple, ce genre de choses sont très peu utiles parce qu'on a une très bonne film, c'est extrêmement fibré et que ça coûte pas cher du tout en France, un forfait. Par contre, aux États-Unis, 100 euros, enfin 100 dollars du coup, c'est dans les prix de base, c'est pas très cher et ça a des avantages parce que vu que les États-Unis, pardon, c'est beaucoup plus grand et des endroits, c'est beaucoup plus compliqué de raccorder en fibre/5G. C'est là que tu vois le côté très états-unien de la chose, c'est qu'en effet, tu as complètement raison. C'est pas un prix choquant pour les États-Unis. Par contre, là où les Américains peuvent être rebutés, c'est les 500 euros de base. Ce qui est l'inverse de notre réflexion à nous qui avons des abonnements beaucoup moins chers. Et du coup, là, il vient taper sur les 500 euros de base et pas sur le prix de l'abonnement. Voilà. Donc c'est un peu américano-centré peut-être comme vision des choses. Mais bon, je sais pas. C'est un peu dommage. Et effectivement, oui, ça peut des fois être utile dans les villages paumés, dans tout ce qui est Afrique, etc. également. Exactement, ouais. Exactement. Et c'est surtout qu'avec ce genre de débit, tu peux vraiment couvrir un village entier. Grave, sans aucun problème. Honnêtement, si tu peux aller jusqu'à 1 gigabit, mais tu as un immeuble sans aucun problème à 1 gigabit. Souci, ouais. Tu fais pas des trucs de taré avec, si tu le partages, mais c'est largement assez pour une utilisation classique. Enfin, pas sûr qu'ils aient la moula pour se payer ça complètement. Après, on peut compter sur Elon, qui fera évidemment des coups de pub humanitaires, alors qu'il en a rien à péter, on s'en doute bien. C'est normal, c'est le jeu des grands de ce monde, j'ai envie de dire. Mais voilà, le tour est fait autour de Starlink. Vous voyez un petit peu plus où il se trouve actuellement, peut-être, je l'espère. Exactement, et donc après avoir parlé de l'espace, on va revenir sur Terre avec nos chers smartphones qui se situent dans notre poche et qui reçoivent cette fameuse fibre/4G, 5G même maintenant. Et on va parler de Google. Google qui a fait des petites annonces avec leur fameux Play Store et annonce la mort de manière définitive des APK. Salut mon pote. Alors les APK, j'espère que vous connaissez ce que c'est. Petit résumé de ce que c'est une APK, c'est pour tout smartphone sous Android uniquement, c'est pas les mêmes versions chez Apple, mais c'est à peu près le même délire, c'est sous un autre nom de code entre guillemets. APK, c'est en gros un format tout simplement de compressé d'applications. Par exemple, sous Windows, vous avez le .exe. C'est à peu près plus ou moins à peu près pareil sous Android, c'est le APK, ce que vous allez télécharger. Toutes vos applications sur smartphone sont en APK. Ou en tout moins étaient en APK. Parce que depuis 2018, Google a lancé le AAB. Voilà, ou l'AAB. Enfin, c'est compliqué à dire. Bref, l'Android Apps Bundle qui est dans le même système, qui est un format d'application compressée disponible sur le Play Store. Et tout cela a été lancé en 2018 et qui a remplacé relativement rapidement les applications de chez Google et les grandes applications également. Et là, Google a annoncé il y a quelques jours que à compter de août 2021, donc dès cet été, toutes les nouvelles applications devront être obligatoirement en AAB et puis en APK. Les APK, c'est fini. Et pour les applications qui sont à l'heure actuelle en APK sur le Play Store, pour l'instant, il les laisse comme ça. Vous pouvez laisser comme ça. Par contre, on s'en doute bien, dans 1, 2 ans ou moins, ils vont demander que tout passe en AAB. Pourquoi alors pour petit rappel, pour APK, ça veut dire Android Package, donc P et K de package. Et pourquoi vouloir faire passer tout ça sur AAB? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, l'APK avait déjà une taille relativement petite. Une APK, c'est vraiment pas très lourd. Une application, c'est, à part pour les gros jeux, c'est largement plus d'1 giga. C'est même le 90% du temps plus faible que 100 MO, je pense, quoique. Généralement, c'est relativement léger. Et aussi que l'APK est un format ouvert. C'est un format qui n'est pas du tout limité de base. De base, c'est vraiment Android, ça. C'est pas du tout limité au Play Store. Et ce qui fait que vous pouvez télécharger des APK sans aucun problème depuis d'autres stores que vous pourrez trouver sous Android, notamment celui de Huawei. Donc avec leur, je sais je ne sais même plus comment il s'appelle, c'est App Store. Non, le store, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas le store de chez Huawei. Et également d'autres stores de type Aptoide, pour ceux qui connaissent, qui est le plus connu des App Gallery. Merci Pipo. App Gallery, merci. Et donc Aptoide, pour ceux qui connaissent, qui a un truc pas de grande marque entre guillemets. Il y a également APK Pure, donc on en reviendra après sur E2, dans lesquels vous pouvez télécharger des APK. Et comme je l'ai dit, on va passer sur le AAB tout simplement parce qu'ils permettent d'avoir des fichiers, enfin ça permet d'avoir au final une application plus légère. On peut aller jusqu'à 15% d'espace pris en moins par rapport à une équivalence en APK.
D'accord. Donc ça permet de gagner un petit peu plus de place dans le smartphone. Et ça a vraiment l'avantage du coup de pouvoir télécharger beaucoup plus rapidement ton application et de pouvoir en garder plus parce que tu fais des économies de place. L'argument de Google de passer là-dessus, c'est en gros plus d'applications téléchargées, moins de désinstaller. Ce qui est, dans un sens, plus ou moins vrai. Ouais, c'est surtout eux, ça va leur faire gagner sacrément du fric, hein, à diminuer par 15, de 15% la taille des fichiers téléchargés potentiellement. Pour le stockage en ligne, etc. dans leur serveur. Réduire le débit vers leur serveur et tout. C'est bien ça. C'est de l'argent direct, hein, c'est... Clairement. Et surtout, l'avantage de ça, c'est que ça, avec le système de cette application, c'est que la sécurité est renforcée parce c'est un modèle qui est parfaitement compatible. Donc, c'est avec le Google Play Apps Signing. Donc, c'est le petit système de sécurité automatique de Play Store qui vérifie que votre application n'a pas été hackée, etc. Qui fait lui-même l'antivirus, entre guillemets, sur votre téléphone. Il y en a un dans Google. Après, généralement, il y en a un par smartphone. Tu en as chez Samsung, tu en as chez sûrement Huawei. Bref, tu en as pour chaque système. Mais Android de base maintenant, depuis Android 11, même depuis avant, à le système de protection sur le Play Store. J'ai encore cassé ma montre. Et puis après, voilà, c'est surtout pour la sécurité. Par contre, du coup, ça pose petit problème pour les développeurs. Parce que le souci, c'est que là, à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup d'applications qui sont développées en APK, dont des applications à l'heure actuelle qui sont développées en APK, donc ils vont devoir tous se démerder pour passer en AAB. Et surtout que ça va limiter de plus en plus, déjà que depuis Android 11, c'est compliqué de télécharger des APK, hors Google Store. Hors Play Store, c'est compliqué plutôt le Play Store, de télécharger des APK hors du store de chez Google. Et surtout qu'on a l'impression qu'ils veulent vraiment rendre Android moins ouvert qu'avant. Ce qui va être embêtant du coup pour Huawei, parce que après le noyau de base dans Android est très ouvert, mais Google est vraiment en train de transformer le Android pour le rendre un peu iOS, tu vois. Donc ça reste limité, etc. Parce que sur iOS, t'as pas d'autre store. Quoi. La surcouche Google qui est si forte, et surtout les services Google qui sont plus qu'au cœur d'Android maintenant. C'est vrai qu'ils essayent de fermer ça un petit peu. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'ils mettent la main basse un peu sur tous les stores. Alors oui, évidemment, aujourd'hui, je pense que 98... Alors non, c'est vrai qu'il y a la Chine quand même. Hors Chine et tout ça, je pense que 99% des applications sont téléchargées depuis l'App Store, depuis le Play Store, merci. Clairement. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui se dise tiens, je vais aller sur l'Amazon Store, qui en a un. Hein. Après, on l'a découvert avec Microsoft il y a pas longtemps. Il y en a, c'est vrai, et mais c'est pas très répertorié en France ni en Europe. Mais en tout cas, le souci, c'est également pour les autres stores type Aptoide. Je sais pas si tu connais Aptoide, tu connais. APK pur, parce que l'avantage de ces stores-là, c'est que c'est ouvert, c'est des trucs, donc mettons, tu peux poster tes APK là-dessus de manière gratuite, pas payante sur Google par exemple. Bon, faut faire attention parce que t'as des trucs... il y a du truc un peu shady des fois. Des trucs un peu shady et tu peux te faire hacker et te faire baiser ton téléphone très rapidement, donc faut faire gaffe. Après, il y a un problème aussi parce que beaucoup d'applications payantes du Play Store se sont retrouvées là-dessus de manière gratuite, donc hackées. Donc c'est ça aussi le souci, c'est absolument pas pour ça que je connais Aptoide, mais en tout cas ce genre de truc. En tout cas voilà, ça a posé un problème sur ça et j'ai vraiment l'impression que Google est en train de fermer Android et de le rendre moins ouvert qu'avant, ce qui peut être embêtant sur pas mal de points. Pour les développeurs. C'est un des points les plus différenciants entre iOS et Android aujourd'hui, c'est que tu as plusieurs stores sur Android, pour le bien et le mal, en effet, tu l'as rappelé. Mais ça me ferait chier de doucement perdre ça avec un système de fichiers propre qui doit être que comme ça, tout carré sur le Play Store et tout. Après, Android avait clairement ouvert l'APK. Android de base, ils ont décidé de choisir l'APK, c'était une norme également, tu pouvais rien mettre d'autre. C'est juste là, ils sont en train de transmettre cette norme. Quoi. Ouais, mais à terme, moi je pense que le Play Store n'acceptera plus d'APK. À terme, ils l'ont dit, ça n'acceptera plus. Voilà. C'est juste, alors là, comme je vous l'ai dit, à partir de août, c'est fini les APK. Depuis 2018, les AAB sont en route, et en août, c'est fini. Et les APK qui existent déjà, pour l'instant, ils disent rien, mais je sens clairement venir dans un an, ils vont dire, bon, vous avez jusqu'à telle date pour modifier en AAB, sinon, ça dégage le Play Store. Et ça va être clairement ça, et donc clairement, là, c'est la fin des APK. Et puis surtout, c'est la fin. Vous allez voir disparaître un nombre d'applications hallucinant de développeurs qui ont fait une application
il y a C'est 10 une ans. connerie, Flappy Bird, ça n'existera tu plus. vois. Ça n'existera plus. Alors parce que déjà, c'est APK, Flappy, hein. ça n'existe plus de toute façon, mais... Mais même, tu pouvais le retrouver sur je ne sais quel site, ou enfin, je sais quel store, entre autres le store de, mettons, Aptoide, tu pouvais retrouver Flappy Bird, parce qu'il était supprimé du il Play était Store. dumpé depuis. Mais après, oui, le souci, c'est vu que c'était de l'APK, bah ça ne tournera plus du tout, sachant qu'après, admettons, les prochains Android ne seront plus développés pour faire tourner l'APK, donc admettons, vous serez en mode, bah c'est pas grave, là mon Android de base, à l'heure actuelle, il fait tourner ça, mais avec les prochaines mises à jour et les prochains Android, ça ne tournera même plus les APK, et bah du coup... Tu penses les que vieux ça trucs, fera vous pourrez plus tourner les utiliser. APK? Peut-être pas maintenant, mais on l'entame. Je pense pas qu'ils aient le poids pour le faire, ça j'avoue encore. Google, En tout cas, les Android développés by Google. Ouais, alors ça, bon, Ça, clairement. Mais Android pur, ça a jamais fait beaucoup tu de ventes. pourras clairement le remettre. Ou en tout cas, ce sera sûrement peut-être loqué de base. Peut-être. Ouais, j'espère pas. Les émulateurs GPADS, la meilleure création de la téléphonie. Ça, c'est Ils quand devront même dommage. partir. Alors, je sais pas s'ils sont accessibles depuis le Play Store. Si c'est le cas, ils devront switcher du coup sur de la AB. Ouais, Ou, je pense que ça, c'est vraiment- ou après, ouais, s'ils switchent Je pas. pense que ça, c'est des applications Non, qui pas- ont assez de dev derrière pour repasser Oui. dessus. Moi, je pense à toutes les applis qui ont été oubliées, fait par un random dans son garage Oui, voilà. il y a 10 ans, et il va pas se faire chier à refaire l'application. Clairement Et il y a des trucs cool qu'on va perdre. Et c'est On du va patrimoine. perdre- C'est du patrimoine qu'on va perdre. On va perdre les ouf, l'application pour faire des brunements de Roblox, hein, on l'aura plus. Je te rappelle l'application où t'as cru qu'elle avait fumé ton téléphone. Non, c'était juste Google qui faisait Alors la que merde. c'était Google. Mais ouais, gros changement, mine de rien. En Gros soi, changement. attention, ça ne change absolument rien. Parce que pour vous dire, ça fait vraiment déjà plus de 2 ans que vous prenez votre téléphone, la moitié, voire plus de vos applications sont en AAB. C'est juste qu'on le voit pas, hein. Mais Structurellement, c'est c'est un gros changement. voilà, Pour c'est- l'utilisateur, moins, en effet. C'est voilà, pour l'utilisateur un peu, on s'en fout. Sauf que ça peut être problématique effectivement pour les personnes qui ont des vieux téléphones. Aussi, oui. Parce que du coup, vu que le Play Store va changer, passer en pensant en AAB, et je pense qu'en dessous d'Android 6 ou je ne sais quel Android, il y a beaucoup de téléphones qui vont se voir interdits du Play Store du coup. Parce Bah, qu'ils déjà ne pourront qu'aujourd'hui, plus c'est, rien télécharger, hein. Aujourd'hui, quand t'as un vieil Android, tu peux rien télécharger, Mm. ça casse les Clairement. couilles. Oh là 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 là. Je n'ai pas accès à Netflix sur mon Mi 5. Je n'ai pas Netflix, merci. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, je n'ai pas Netflix. Ah, beaucoup d'applications, je sais que par exemple j'ai ressorti une vieille tablette, j'ai tout lancé, YouTube, tout ça. YouTube en mode bah non, faites-moi à jour, j'en ferai Play Store en mode c'est quoi cette tablette? Bah ça n'existe pas, jamais existé. Nous n'avons pas ça, merci, au revoir. Et donc bah tu peux plus rien faire là-dessus. Ça rend un petit peu fou. On va augmenter les tailles d'écran et passer du 6 pouces au 65. Avec. Moi, je vais m'arrêter au 65 là. Ça fait combien de centimètres déjà 65? Oh, je sais plus, j'ai plus les. C'est 140 je crois, non? Je pourrais plus te dire. Je vais te dire une connerie, donc je préfère rien dire. On va passer sur le plus grand écran de votre maison, la télé bien sûr, si vous en avez un, ou alors si vous êtes très riche et que vous avez un moniteur de 65 pouces sur votre ordinateur. Mais je ne pense pas. Je vais vous montrer des petits trucs assez sympas qui ne sont pas nouveaux. Attention, c'est du déjà vu. Par contre, qui sont soit commercialisables, enfin soit commercialisés plutôt, je voulais dire, soit visibles à Paris, entre autres. Donc c'est l'occasion de revenir sur ces protos, enfin sur ce qui était des protos qui sont maintenant commercialisés. Assez intéressant, vous allez voir, j'en ai deux à vous présenter, voir s'il y en a un qui vous parle ou pas. On va commencer avec LG et son LG Signature OLED R. Ça, c'est le nom Qui complet. était déjà montré il y a pas mal Il d'années. y a déjà 3 ans au CES Voilà. et qui est tant que dispo en prototype. France depuis mai, je crois, et qui est maintenant, comme je vous le disais, présenté en magasin LG à Paris, entre autres. Je crois que à Paris, malheureusement. Mais vous allez voir, c'est assez Je sympa. ne savais même pas qu'il y avait de magasin LG à Paris. Eh ouais, comme quoi, tout est possible. Vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est une télé enroulable. Alors déjà, vous voyez le type de maison, donc le type de personne avec qui Bien on parle. sûr, on parlera du prix après. Voilà. Rêvons d'abord, rêvons. On n'a que ça, mon pauvre ami, rêvons, rêvons. Vous voyez une télé enroulable qui est vendue dans le meuble. Hein. C'est le meuble entier que vous achetez. Hein. Enfin, vous ne l'achetez pas, croyez-moi. Mais voilà, le principe, OLED, évidemment, qui apparemment, pour avoir été vu par des professionnels, je ne l'ai pas vu personnellement, mais qui a été vu par des professionnels, je pense, et je mettrai un bout de sa vidéo à Pepe Garcia. Pepe Garcia, si vous ne le connaissez pas, en plus d'être une personne qui a l'air d'être la plus gentille du monde, c'est quelqu'un d'extrêmement pointu en images et en son, qui a une chaîne YouTube entre autres,
et qui travaille, je crois, aussi pour Frandroid. Voilà, je tiens à le préciser avant de montrer un petit peu de sa vidéo. Allez voir Pepe Garcia, c'est vraiment trop bon ce qu'il fait. Et selon lui, vraiment, la qualité de l'OLED est complètement conservée. On est vraiment sur un niveau équivalent à ce que sait faire LG, je pense à la gamme CX, qui est vraiment un produit d'exception, on va pas se mentir. Donc malgré le fait que ça s'enroule, on ne perd pas en qualité, ça c'est déjà intéressant je pense à noter. Vous l'avez peut-être vu rapidement, furtivement dans la vidéo, vous n'êtes pas obligé, il y a 3 modes différents en fait, vous n'êtes pas obligé de sortir complètement la télé. Effectivement, ouais. L'idée c'est que vous avez un mode full view, donc l'écran complètement sorti, ce qu'on voit ici. Vous avez un mode zero view, donc l'écran complètement rentré. À noter que même quand la télé est rentrée, ça peut vous servir d'enceinte Bluetooth, en fait de barre de son sans que la télé soit sortie. Parce que si j'ai pas de bêtises, le meuble télé inclut une barre de son. Inclut tout, voilà. Tout est inclus. D'ailleurs, la connectique est inclus dans le meuble télé aussi. Et il y a un mode line view. Alors, je sais plus à quel moment c'est. C'est avec la piscine. C'était avec la piscine. Bah, ça va être juste là. Merci beaucoup, je te remercie. Qui en fait fait sortir. J'ai la même piscine dans mon appart étudiant, ne vous inquiétez pas. C'est tout pareil. Voilà, qui fait sortir un tiers de l'écran grosso modo et qui vous permet d'afficher par exemple la musique, je vous le remets, la musique, les news par exemple ou quoi que ce soit sur un petit bandeau. Donc voilà, l'objet est assez somptueux, on va pas se mentir. On va aller vers la vidéo de Pepe Garcia qui nous le montre. Alors là, il montre l'endroit où ça sort. En fait, il y a des petites brosses pour nettoyer la télé. Et en fait, vous voyez, c'est une suite de lamelles posées sur l'écran qui est tenue par 2 bras que vous allez voir se déplier comme ça. Et les lamelles vont permettre évidemment d'enrouler l'écran à l'intérieur du meuble pour en faire un joli rouleau qui sera nettoyé du coup à chaque passage par ces petits poêles. Apparemment, c'est relativement solide et c'est assez impressionnant à quel point quand vous touchez la télé, ça ne bouge pas. On n'a pas l'impression que ça va se péter. Avec en plus le truc qui sera. C'est très propre. Hein. C'est une signature. Hein. C'est comme votre burger McDo, c'est une signature. Après, alors je vois le chat évidemment qui n'y voit pas forcément l'intérêt. C'est du porn. Hein. Là, on est en train de regarder du porno technologique. Hein. C'est tout ce que c'est. Hein. On est d'accord que c'est pas aujourd'hui qu'on aura ça. C'est même pas sûr qu'on en veuille. On est d'accord. C'est sûr. Après, c'est extrêmement cher. Et après, le truc, c'est comme on va regarder un Galaxy Fold. C'est juste pour les nouvelles technologies, pour l'avancée technologique. L'utilité y est. Je vous l'accorde, compliqué de savoir si ce serait utile ou pas, c'est surtout pour se la péter le dimanche soir quand t'invites tes amis. Alors vous allez voir que c'est pas n'importe quel ami qu'il faut avoir quand même, parce que on va jouer. Tu t'appelles Elon Musk, tu vois. Ouais, on va jouer au jeu. Alors pour vous aider avant de vous demander le prix de cette beauté, elle est vraiment très très belle quand même. Hein. Faut pas, c'est vraiment un objet. C'est pas dégueu, hein, on va pas assez exceptionnel. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, pas de ligne de fabrication. Vous commandez la télé. Elle est lancée, c'est du flux tendu, et c'est 8 semaines d'attente pour recevoir votre OLED Air, donc de moi. Ouais, ils font pas comme toutes les télés, comme tous les smartphones, des trucs que tu achètes déjà de base. Il n'y a pas une ligne de production en train de tourner à plein régime quelque part dans le monde du tout, c'est vraiment à la commande, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas en vendre 40 millions. On passe au prix, le juste prix, allez-y dans le chat, quel est votre prix Lèche-Poil qui est passé de 4300 à 16200 en apprenant pour la ligne de fabrication qui est en flux tendu. 16002, tu connais le prix ou pas toi Je crois que j'avais le prix à l'époque, mais je suis pas sûr. En tout cas 10 000 je pense. Alors c'est quoi ton prix final toi? Tu dis quoi? 10 000, allez. 10 000. Ok. Parce que je connais le prix du marché OLED. Déjà une télé de base, admettons tu prends chez LG, surtout chez Sony, ça peut jusqu'à 4 000 une télé OLED. Donc ça peut clairement aller jusqu'à ce prix-là pour ce genre de télé. J'ai même pas précisé qu'on est sur du 65 pouces 4K compatible HDR10, HLG et Dolby Vision. Donc comme je vous le disais, vraiment on est sur la gamme CX, donc vraiment une gamme plus que haut de gamme très haut de gamme de LG. C'est aujourd'hui, si vous fallait une télé et que vous avez les pépettes, honnêtement les LG CX, je pense que c'est the way to go, clairement. On a du 9 999 $, du 11 999 $. Eh bien écoutez, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas du tout. Avant de vous dire le vrai prix, je vais vous dire à combien ça a été annoncé la première fois qu'on nous l'a présenté il y a 3 ans. Ouais. D'ailleurs, shout out to Pepe Garcia que vous voyez là, qui a partagé cette information quand la première fois qu'il a vu la télé, il en a parlé à LG, il a fait mais à combien vous allez vendre ça? Et LG a dit, pour être dans nos frais,
Je sais pas, je pense 50 000 $. Ouais, d'accord, ok. C'est à quoi Pépé nous dit, je n'y croyais pas, puisqu'à 50 000 $, vous n'êtes pas dans vos frais, c'est pas vrai. Un an plus tard, ils ont dit, bon, ça sera peut-être 70 000 $. Et maintenant, c'est commercialisé à 100 000 $. Une télé à 100 000 boulards. Au niveau de l'interface, comme on pouvait avoir sur la télévision qu'on a vu à 100 000 € de la signature LG qui se plie, on avait, je trouve que la qualité de l'OS est pas folle pour le prix de la télé, tu vois. C'est au niveau du design de chaque truc, comment ils sont placés. T'aurais donné ça à Samsung, ils auraient fait mieux. Je trouve qu'on l'a littéralement pas vu, l'OS. Bah, pour le peu que tu vois un peu l'interface comme ça, regarde, c'est fort un classique, c'est pas ouf non plus, tu vois. Après, c'est un avis personnel et je trouve que, comme je disais, pour moi, les télés Samsung, on peut discuter de la qualité OLED, de la qualité QLED, parce que l'OLED est 1000 fois mieux que le QLED, parce que l'OLED, bah, c'est ça, c'est de la qualité avec le pixel qui s'éteint, il a des très bonnes couleurs. Le QLED, c'est propriétaire Samsung, le pixel ne s'éteint pas, donc il est fort caché, donc, et comme tu as dit, il y a de moins bonne réactivité. Bon, voilà, la qualité d'image est moins bonne. Après, la télé est beaucoup moins chère. Et l'OS des télé Samsung est beaucoup mieux parce qu'on n'est pas sur de l'Android OS pur comme on pourrait l'être sur du LG, sur du Philips, sur du Sony. On est sur du Tizen OS, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est le truc de chez Samsung. Et c'est hyper réactif, c'est compatible avec tout. C'est les seules télés qui ont Apple Air intégré. Ils ont carrément des trucs Apple, ils ont tout intégré et ça marche très bien, c'est très réactif et compatible avec plein de smartphones et surtout avec ceux de chez Samsung. Voilà. Et bah, je prendrai la qualité à un OS qui sert à rien. Voilà. C'est ma seule réponse. Tu peux pas me dire qu'un OS sert à rien. Sur une télé aujourd'hui, au vu de. Ils font tous la même chose, si. Franchement, j'en ai rien à foutre qu'ils soient plus beaux. Je veux dire, ils font tous la même chose. À part plus beau, plus de fonctionnalités aussi. Mais quelle fonctionnalité? Ah bah, faut quand même que tu as au moins un store, faut quand même que tu as déjà toutes tes applications, au moins Netflix, Disney+, etc. Et trouve-moi une télé aujourd'hui sur le marché qui n'a pas Netflix, un store avec Netflix, YouTube, Twitch. Ouais, toutes les télés ils l'ont, mais après c'est Samsung, ils en ont le plus, qu'ils ont le plus de compatibilité. Ils vont avoir quoi, des jeux médiocres ou Mais non, mais après, avec la compatibilité, comme je t'ai dit, avec Apple, déjà ils ont Apple Air que, à part Samsung, personne ne l'a. Ça ne m'intéresse pas, j'utilise un Oui, Chromecast. mais pour toi, mais déjà ça peut toujours être en même temps. Je te parle de moi, Oui, mais soit logique, battez-vous d'accord. Non, mais bon, moi perso. Après, c'est sûr que la qualité est pour moi aussi plus important que l'OS, mais l'OS est pour moi tout aussi important également. C'est important, ça fait partie. Après, chaque télé sont différentes, il y en a qui sont plus qualité, il y en a qui sont spéciales. Sony font des spéciales pour console, spéciales. C'est juste que je comprends pas pourquoi tu attaques cette télé alors qu'on n'a pas vu l'OS. On parle juste de la technologie. Oui, la technologie elle est folle, mais c'est juste que l'OS par moment, comme j'ai vu rapidement, c'est bien optimisé, mais je trouve qu'au niveau de la qualité, il y a mieux. Moi je dis faut essayer. Au niveau du design. Après, faut voir dans les faits. Voir si, mettons, à chaque fois quand tu réduis, ça fait comme Windows 10 que ça fait un truc comme ça qui se redésigne. À 100 000 balles, on est d'accord que je pèterai un câble. Voilà, donc c'est pour ça, attention sur S. Pour le peu que j'ai vu, ça a l'air d'être quand même bien foutu. Mais pour le prix, voilà quoi, quand même. De toute façon, c'est une télé qui est pas là pour être, littéralement pas là pour être achetée. Hein, on va pas se mentir. On va passer à un deuxième proto. On va aller chez Xiaomi cette fois, avec la Xiaomi Mi TV Luxe Transparente Édition. Merci Xiaomi. Télé qui, pareil, est en démonstration à Paris actuellement. C'est pour ça que je vous en parle aussi, parce que c'est intéressant pour les amoureux. Xiaomi a un beau magasin à Paris, j'ai pas noté l'adresse. Il y en a plusieurs, il y en a aux Champs-Élysées. Et ils en ont un qui est un peu plus historique, et c'est là-bas qu'entre autres qu'ils ont cette télé-là. Je voulais pas noter parce que c'est des trucs de parisiens, parisiano-centrés et que ça m'intéresse pas. Comment tu graves sur Paris? Ouais, non, mais enfin, les gens qui sont pas à Paris, ils s'en foutent, donc... télé 55 pouces, vous allez voir. Alors, j'annonce, elle est en Full HD. C'est tout. Et là, on se dit, en 2021, en Full HD, comment c'est possible? Eh bien, elle est transparente, cette télé, littéralement. Ce qui explique le Full HD, je vais vous expliquer la causalité entre les deux faits, mais on est sur une télé qui est complètement transparente quand rien n'est affiché, et qui, évidemment, ne paraît pas du tout transparente quand quelque chose est affiché. Des tests ont été largement effectués, vous passez derrière alors qu'on a une image pleine de couleurs, vous ne voyez absolument pas la personne passer derrière, hein. C'est vraiment juste quand rien n'est affiché. C'est une technologie qu'on avait déjà vue,
Mais là, on est sur des prix un peu plus abordables, même si c'est pour du Full HD, c'est un peu une vaste blague. En fait, c'est une télé qui est même pas tellement faite pour le grand public, qui est vraiment pour les professionnels, pour habiller par exemple un showroom, comme on le voit un petit peu dans la vidéo de présentation. Qui est en mode sur son canapé à 4000 balles en train de boire son brandy. Et déjà, qui fout sa télé transparente en face d'une fenêtre? Et tu abruti. Et surtout, qui regarde une planète en mode la planète. Elon Musk qui regarde une planète comme ça, je pense. Je vais la conquérir bientôt. Alors, vous voyez la prouesse technique. En fait, l'idée, c'est qu'on est sur une dalle OLED. Et la qualité majeure de l'OLED, comme tu l'as si justement rappelé, c'est de ne pas afficher les pixels quand ils sont éteints, ou plutôt qu'ils soient parfaitement noirs. Les pixels sont parfaitement noirs quand il n'est pas éteint, ce qui fait qu'on a des contrastes très 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 bons, inatteignables autrement, comparé à par exemple une dalle LCD ou LED plus exactement, où en fait c'est rétroéclairé par derrière. Et le problème, c'est que si tu dois éteindre une zone, en gros, tu peux éteindre le spot, mais celui d'à côté, il a tendance à éclairer un petit peu trop sur la zone qui devrait être noire. Et le pixel, j'aime sur l'OLED, c'est chaque pixel est éclairé, donc chaque pixel est éteint qu'on l'utilise pas. Sur l'OLED plus avancé, que du LCD, du LED ou du QLED, ça reste, c'est une grande dalle et qui reste tout le temps allumée, et que c'est le pixel qui s'éteint plus fort, mettons, sur du QLED. C'est ça, et on va aller vers du micro-LED, on en parlera un jour peut-être. Mais du coup, l'idée, c'est qu'avec une dalle OLED, si vous avez une densité de pixels qui n'est pas trop élevée, genre par exemple du Full HD, sur du 55 pouces, si vous éteignez complètement le pixel et que vous ne mettez pas de plaque derrière, c'est transparent. Et c'est pour ça que c'est du Full HD, parce que si on le faisait avec du 4K, la densité de pixels serait trop élevée et on verrait pas vraiment la transparence, ou elle serait moins forte. C'est pour ça qu'on n'est pas sur un truc complètement dingo. Des tests ont été effectués principalement dans des pièces bien sombres, un peu comme un rétroprojecteur, et apparemment c'est vachement impressionnant quand même, hein. On est sur une qualité bien sympathique, tant qu'on sait qu'on est sur du Full HD, encore une fois. Mais voilà, je voulais vous présenter un peu ces deux protos. Peut-être que l'un d'entre eux percera plus que l'autre. Peut-être que dans 10 ans, on aura tous des télés qui s'enroulent ou des télés transparentes qui s'enroulent, j'en sais rien. Et j'aime beaucoup le marché de la télé, parce que je le trouve en constant mouvement. Et surtout aujourd'hui avec les écrans pliables qui arrivent dans tous les sens. Sachant qu'il y a eu déjà des télés LG, alors je sais pas si ça a été au grand public, mais il y a des télés LG que tu peux littéralement plier et que tu colles au mur, littéralement. Alors d'ailleurs, c'est impressionnant. Et c'est un repos sur la même technologie plus ou moins de la télé. Et tu me fais penser que j'ai complètement oublié de préciser de 1 le prix, et de 2 un truc important avant le prix, c'est que oui, c'est Xiaomi qui présente ça, mais en fait c'est une dalle LG Display. LG qui est fournisseur principal avec Samsung de dalles de télé. Sony, c'est du LG. Et c'est une dalle LG Display, et le prix c'est 6 500 € pour une télé transparente. Ce qui reste cher, mais voilà. Après, surtout, on va pas se mentir, 99% du temps ta télé est contre un mur, ou sur ton mur, donc télé transparente. Voilà. J'étais subjugué par la question dans le chat, pardon. Mais même également la télé qui s'enroule, ça sert à quoi de l'enrouler si tu le mets contre un mur, en fait elle va pas gêner? Complètement. Complètement. C'est-à-dire que tu vas rien poser de plus dessus, puisqu'il faut que tu gardes au cas où la télé sorte. Oui, parce qu'il y a un truc qui se décale, donc faut pas que tes trucs tombent sur la télé. C'est juste beau, quoi. En fait, je pense qu'il pense à un monde où voir la télé c'est sale, ça fait pas bourgeois, tu vois. Ça fait un peu homme du peuple. Ah, on voit ta télé, tu es moche, tu es sale. Alors on essaie de les transformer en tableaux, de les enrouler, de les cacher en transparence. Après, la télé, on va pas se mentir. Moi, de toute façon, si j'achète une télé, pourquoi pas de l'OLED ou / du QLED, mais ce sera clairement pour Netflix, YouTube. Parce que la télé, déjà, à quoi ça sert d'acheter une télé OLED 4K quand la 90% des programmes télé ne sont pas compatibles OLED 4K? Il n'y a pas à être compatible OLED. Ouais, OLED non, mais... HDR, ça serait bien. HDR, ce serait bien, mais en tout cas... ça arrive. Même sur certains programmes qui sont pas en HD, ou déjà rien que le fait que ce soit pas en HD, ça gâche un petit peu ta qualité OLED, quoi, vu qu'il y a moins de définition. Après en France, c'est relativement correct. Hein, oui, en France, c'est vrai que la qualité, je crache un peu sur la télé, mais la qualité sur de certains programmes à certaines heures précises sont très bonnes. Il y a également TF1 4K qui existe sur certains opérateurs, même si ça a été un peu abandonné malheureusement, et d'autres chaînes. Même si clairement, vous achetez une télé OLED 4K,
vous n'irez jamais, mais jamais au taux maximum de votre télé en regardant la télé. Mais jamais d'avis. Vous les aurez en allant sur Netflix, sur Disney+, Non, sur YouTube, Je etc. suis pas d'accord. En allant sur du Blu-ray, exclusivement. Bon, tu peux quand même atteindre quand même avec Disney+, et du C'est Netflix, beau, tu peux atteindre. Hein, Mais ouais. c'est pas les débits du Blu-ray. T'es sûr de ça? Parce Sûr que à sur 100 millions de sur pourcents. du Disney+, sur du Netflix, t'as du HDR, t'as T'as du du HDR, 4K et tout le bordel. quoi. Mais l'encodage fait que tu es pas à un niveau de Blu-ray. Tu sais, très honnêtement, pour avoir comparé un film sur Netflix en Blu-ray 4K et sur Netflix Il faut le voir, en hein, 4K, On la est qualité d'accord est très qu'il faut le différente. voir, mais si vous avez des yeux aguerris, ce qui n'est pas mon cas, hein, clairement, moi je me suis tapé des tests des mecs qui en parlaient parce que je trouve ça étonnant. Ouais, mais en quelle année? Cette année. Cette année, Cette année, parce que d'ailleurs Disney a bien pris une chiasse dans la gueule au début du Covid, où ils Ouais. avaient un peu baissé les débits sans rien dire. Ouais, c'est du 4K, il n'y a non, pas non, assez de débit non, pour non, faire non. du 4K. En fait, quand Disney Plus est sorti, j'ai eu le tour, c'est que rien n'était en 4K parce qu'avec le Covid, beaucoup de personnes regardaient, donc ils ont dû Alors ça, il faut le baisser. dire aux clients avant qu'ils payent, par contre. c'est Voilà, mieux. ils ont baissé les qualités. Maintenant, tout en 4K, Maintenant, en oui. HDR, et ça se voit clairement. Maintenant, oui, mais même comme ça, le Blu-ray, c'est le seul qui peut envoyer assez, parce que sinon, la bande passante demandée, elle est très lourde, et en simultané dans le monde entier, c'est normal. Hein. Mais de toute façon, vous verrez pas la différence. Je veux dire, à moins que vous soyez un fou furieux de l'image, franchement, on est d'accord que... C'est sûr, Faut le après, voir. après c'est aussi la simplicité, etc., tout le bordel. Après, ça, c'est vous qui voyez. Si on regarde Netflix sur le téléphone, tablette et PC, à quoi en avoir un grand écran? Bah, un grand écran. C'est l'avantage. Le seul avantage de la télé, c'est d'avoir un grand écran et jouer, mettons, sur console sur la télé et avoir un plus grand écran. Mais c'est Après, vrai, ouais, utile ou c'est- pas, ça, c'est c'est suivant vrai l'utilisation que, de chacun. je sais pas, toi, tu utilises... toi, ta télé, t'as accroché une télé, t'en as une ou pas, d'ailleurs? Alors, de mon appart étudiant, j'en ai pas du tout. J'ai 2 écrans de Ouais. PC, ça me suffit largement. Mais chez moi, j'ai une télévision qui date d'une dizaine d'années. Bizarrement, qui est une télé qui date d'il y a 10 ans, mais c'est du LED. Ce qui est assez ouf parce qu'à l'heure actuelle, enfin il y a 10 ans, c'était le LCD qui primait. Maintenant, c'est le LED qui prime. Le QLED reste relativement encore cher pour le marché, même s'il y en a de plus en plus. Mais c'est clairement que pour du haut de gamme. Même si Samsung essaie de tirer du part avec le QLED qui est beaucoup moins cher. Mais en soi, j'utilise ma télé, oui, c'est bien des fois quand je suis avec ma mère, quand je veux regarder un truc sur YouTube, etc. C'est sympa, mais bon, honnêtement. En fait, le truc chiant, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai une télé de 90 pouces, enfin de 90 cm, donc ce qui fait qu'elle est pas très grande. Ce qui fait que c'est un peu nul de regarder une qualité dessus, parce que vu que des fois t'es loin du canapé, Ouais. t'es en mode. Donc c'est mieux de regarder sur un téléphone, tablette ou ton ordi, quoi. Donc c'est ça aussi. Alors, Chat qui aime les saucisses, qui nous parle de cloud gaming, en effet, c'est un vrai des que t'as principaux attraits de la télé de demain pour beaucoup de gens, je pense. Mm. Se dire que bah, tu as juste à acheter une belle télé qui a évidemment avec un port Ethernet de 2.5 Oui, gigas, clairement. et let's go, t'as une console, quoi. Ça, c'est bien, c'est l'avantage. Après aussi, pour les personnes qui jouent sur console, qui n'ont pas forcément de PC gaming, c'est bien d'avoir également un écran parce que, par exemple, les Xbox, je pense entre des Xbox qui sont inutiles si tu as un PC gamer, mais beaucoup de personnes n'ont pas un PC gamer parce que bah, ça coûte plus cher qu'une console ou qu'ils n'en ont pas l'utilité, contrairement à nous. Donc, bah, c'est sûr que c'est beaucoup mieux d'acheter, enfin, de prendre une télé puis une console qui revient aussi cher qu'un ordinateur. Donc, c'est ça aussi. C'est un choix de vie, mais c'est une possibilité en tout cas, et on verra bien vers où va les télés de demain. Mais il y a toujours des trucs intéressants. On verra par rapport à ça dans le futur. En tout cas, on va rester sur les écrans avec les consoles de salon, avec notre cher Nintendo Switch adoré, avec la Switch Pro. Non, je rigole. Non, on va parler de Zelda J'aimerais bien. Breath of the Wild, avec quelque chose qui s'est passé assez récemment, qui s'est passé le 1er juillet, la découverte d'un coffre que vous n'avez jamais vu. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Breath of the Wild, vous avez beaucoup de coffres qui sont peu visibles ou pas visibles, ou qu'il faut vraiment que vous allez les trouver, quoi, parce que les mecs sont vraiment cachés. Et il y a un coffre qui est juste inaccessible, parce que en gros, c'est un coffre qui apparaît automatiquement quand vous êtes à 60 mètres dans le jeu du coffre, mais qui est posé au niveau de sable mouvant, donc en gros, et qui s'enfonce automatiquement. Je suis pas sûr que c'était je pense que c'est un coffre qu'ils ont oublié. Hein. C'est un coffre qu'ils ont oublié, qui a Clairement. été posé là, et qu'ils ont mis ça, et donc en gros, il tombe de manière automatique, et donc personne ne l'a vu, et personne n'a ouvert, donc c'est le coffre, je crois, ultime, que personne n'a ouvert, et on a une personne du nom de Cléric sur YouTube qui a réussi à ouvrir ce fameux coffre. On va vous le montrer en même temps que j'explique comment il a fait. Donc je te laisse avancer un petit peu parce qu'au début,
il dit qu'il y a beaucoup de coffres, qu'ils sont pas accessibles, qu'on peut... Ouais, il montre un petit peu tous les coffres impossibles qui ont été... Ils met un tout petit peu avant. Ah, pardon. Il met un petit peu avant, voilà, là-dedans, il te met plusieurs coffres. Alors là, c'est l'endroit du coffre, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Voilà, c'est à cet endroit-là exactement où le coffre doit être et qui n'est jamais montré. Pareil, il y a d'autres endroits dans la map, pareil, où c'est des endroits où, mettons, dans une grande plaine d'eau, comme on le voit ici, t'as un coffre qui est là et personne ne l'a vu et lui, il a découvert. Et tu trouves des fois des objets assez sympathiques, mais qui sont pas forcément hyper utiles pour l'avancement du jeu. Mais en tout cas, dans ce coffre assez intéressant, beaucoup de personnes étaient en mode « Ah, il y a quoi dedans? On veut savoir, tu vois ?» Et la personne a enfin réussi à l'ouvrir, malgré que ce soit extrêmement Le jeu, il est cassé déjà. compliqué. Alors, je vais vous passer les détails, parce qu'on va le voir à peu près ici. Vous voyez que voilà, c'est des sables mouvants à l'endroit où ça glitch. Ça apparaît, quoi. Il fait que des glitches, effectivement, pour passer. En gros, je vais vous expliquer, je te laisse passer un petit peu. Ouais. Avancer dans la vidéo, je vais vous passer les détails parce que c'est extrêmement technique. En gros, dans un premier temps, il va commencer à cuisiner beaucoup de plats, comme on le voit là, qui sont là pour booster son endurance, sa vitesse, qui sont primordiales. Il a ensuite détecté avec son... Alors voilà, il fait également... Alors je sais pas, c'est exactement... C'est le one clip... En gros, c'est un bug quand en ralentissement, tu spammes une touche et ça te permet de passer à travers des certaines textures comme sol, là. littéralement. Donc à travers le sol, comme on le voit ici. Et il va naviguer pour aller à l'endroit spécifique. Il a marqué au préalable l'endroit où est le coffre avec un détecteur de Sheikah, comme on le voit ici, qui permet également de pouvoir se téléporter à cet endroit-là. Donc après, voilà, il a fait le glitch où il est passé à travers le sol. Donc effectivement, c'est bien le nom de Holy Clip. Et bref, après, je passe les détails. Donc après, il passe en dessous. Le jeu, il est en PLS, il verrouille après avec il glace le sol pour créer un cube pour pouvoir se mettre. Après, il doit attendre 5h30 dans le jeu, ce qui équivaut à 5 minutes 30 dans la réalité. Vrai. Voilà, comme on le voit ici, pour passer et que le coffret apparaisse. Bref, c'est ultra compliqué. Il a fait beaucoup de techniques. Il a réussi, je te laisse te mettre à peu près vers vraiment avancer. Parce que je vous passe les détails, mais c'est ouf de pouvoir faire ça. Il faut connaître vraiment le jeu par cœur. À un moment donné, je crois qu'il tombe de très bas ou de très haut. C'est assez chelou. x10, hein. Là on est en x10, le mec il est dans un full bug, des enfers absolus. Et il réussit à récupérer le coffre en le verrouillant, mais voilà. Comme ça. Ouais, c'est ouf. Donc là, on l'a vu tomber de l'intérieur du sol, hein. On l'a vu réapparaître. Mais voilà, c'est parce qu'il faut qu'il prenne en compte les 60 mètres de distance. C'est un truc de taré. Là, il est tout en dessous, hein. C'est juste que la caméra n'arrive pas à aller dans le sol, donc c'est... Là, il vient de se noyer. Voilà. Parce que oui, il nage, c'est comme s'il nageait. Voilà, il n'y a plus de stamina, et donc il réapparaît à cet endroit-là, et du coup, il tombe parce que le coffre qui a réapparu est en train de tomber, et donc il est obligé de le verrouiller. Après, il va lancer une cinématique pour, on va le voir là juste après, pour du coup faire en sorte parce que quand tu utilises un pouvoir comme le fait de verrouiller, il est stand-by pendant, mettons, une dizaine de secondes, donc il lance une cinématique pour enlever ce stand-by. Ouais. Voilà, et du coup, il peut refaire le pouvoir, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est ultra technique. Là, vraiment, il a été aidé, évidemment, mais il faut vraiment connaître le moteur du jeu. En gros, là, il est au moment où il a le coffre, il faut qu'il le ramène vers lui pour l'ouvrir. Voilà. Et là, vous voyez, il avait envoyé une bombe avant, il fait cinétique, il va envoyer 30 flèches. Ouais, pour avec la cinétique, que je le rappelle, donc en gros, ça permet de le charger de puissance pour après, mettons, le faire s'envoler, pour le faire se déplacer, qui est également un autre bug dans le jeu qu'on verra après, c'est très technique. Le moteur de Zelda est fou. Hein. Ouais, là, il est en train de... ça se voit pas, il est en train de tomber, hein, Link. Hein, ouais, il a utilisé le mode, la rage de Revali. Hein. Voilà, il y a un bullet time qui se met en route. Et là, en fait, la bombe placée. C'est grave, ouais, il a vraiment voulu savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est le premier à découvrir ça. Hein. Et on va bientôt le voir, je te laisse avancer un tout petit peu. Voilà, je crois que ça va péter, si j'ai pas de bêtises, c'est où? Voilà, et en fait, la bombe était là pour donner la dernière impulsion qui permet d'envoyer le coffre dans sa direction. C'est abusé. Là, je pense qu'il s'est chié dessus quand il a raté le premier. Et après, il a réussi à le récupérer et créer un truc de glace. Voilà, c'est incroyable. Et attention, suspense. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Suspense. C'est de l'ambre. Voilà. En gros, à l'intérieur, vous avez littéralement de l'ambre brute qui se vend pour 30 rubis, c'est-à-dire l'objet le plus commun du jeu. C'est ça. Moi, d'ailleurs, c'est un vrai défaut, je trouve, de Breath of the Wild, c'est que
même si l'exploration est Crache exceptionnelle, pas du tout. Hein. t'es rarement récompensé par des vrais objets, je trouve. Voilà, donc il s'est fait tout ça, il s'est vraiment fait chier pour récupérer ce coffre pour qu'au final ce soit pas ouf. En tout cas, il s'est bien amusé à faire l'exploration. Je vous laisse voir sa chaîne YouTube qui s'appelle By Cleric, pardon, qui a fait pas mal de vidéos sur ce jeu, dont entre autres ce fameux bug. Non, on va pas faire du Metroid, mais en tout cas, voilà, c'était des trucs j'ai trouvé ça assez ouf. Le C'est mec, fou. ils étaient plusieurs évidemment, avec sûrement C'était des trucs le Discord. dernier coffre jamais ouvert de Breath of the Wild. Ça, c'est assez drôle. Quand on voit, après, il y a beaucoup de personnes qui sont à fond dans les jeux, et donc quand c'est comme ça, ils veulent vraiment tout savoir, tout connaître par cœur. Je vois pas l'intérêt de découvrir un secret si c'est en utilisant des glitches. Bah, en fait, le problème, c'est que c'est pas un secret, c'est que de base, c'était un coffre qui était placé là, Il devait pas être là, je pense. qui devait pas être là, qui est peut-être un oubli des développeurs, et en gros, qui tombe automatiquement dans le sol dès que tu apparais à 60 mètres. Donc, bah, il a essayé toutes sortes de glitches pour essayer de le récupérer et trouver c'est quoi, ça, c'est ouf de devoir faire ce genre de choses. C'est un débat intéressant. Hein. Mais- Est-ce qu'un jeu s'arrête au moment où on commence à dépasser ce qui était prévu par les devs, ou il faut pas aller plus loin, c'est une barrière interdite ou pas? Bah, je trouve, non, Moi je ça- suis toujours impressionné, je le fais pas mais je suis toujours Ouais, impressionné. je suis toujours impressionné et je trouve ça assez cool de faire ça parce que ça te donne un peu les making-of, tu vois, du Ouais, jeu. de ouf. En mode, pourquoi ça s'est placé là, ou après, je sais pas si tu vas à l'intérieur. Je sais pas, ça peut être une photo d'un développeur, t'es en mode, mais pourquoi il y a ça? Ou ça aurait été un secret Un petit caché, des easter fois, egg, tu sais, un petit easter egg. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça dans les jeux vidéo, des trucs assez cool. On pourra se faire une vidéo une fois de trucs comme ça, enfin, on pourra se parler à faire une petite chronique par rapport à ça une fois en mode tous les secrets des jeux vidéo, Ouais, des trucs ouais, hyper carrément. drôles à voir. Mais en tout cas, c'est assez drôle. Moi, c'est plus les speedruns qui utilisent des glitches que je trouve pas hyper faire. Bah ouais, ça Intéressant. c'est débattable parce qu'après en soi le but d'un speedrun c'est terminer le jeu le plus vite. Faire des glitches, c'est pas tricher pour moi parce que tu utilises le moteur du jeu et le moteur du jeu a eu ses glitches donc tu utilises le jeu. Après c'est sûr dès que tu utilises des tasses ou tu commences à corrompre Ouais, la moi j'aime pas robe le pour aller TAS, plus. j'avoue. Voilà, le TAS, c'est quand même impressionnant. Donc, le TAS, c'est le Tools Assistive Speedrun, donc qui permet de, en gros, coder de base. C'est l'ordinateur qui joue et tu crées un programme où c'est l'ordinateur qui joue et qui fait encore plus rapidement qu'un être humain, parce qu'un être humain fait des erreurs que ne ferait pas une machine. Mais pour moi, quand tu utilises des bugs, vu que c'est dans le moteur du jeu, que c'est là-dedans que c'est des erreurs laissées, bah, tu utilises le jeu, les problèmes du jeu. C'est sûr que c'est pas fair play ou que c'est pas fair play, c'est pas RP. on peut Ouais, se c'est dire. pas RP. Mais pour moi, ça me dérange pas. En tout cas, moi je propose qu'on va passer, même si l'heure est passée, on va passer très rapidement sur Ouais, on va se l'actu. faire des petites minutes sur. On va se faire 2-3 minutes, quelques minutes sur Breath of the Wild pour montrer des petits bugs, des speedruns, montrer des choses assez intéressantes. Le jeu est rempli de trucs comme ça curieux. Avec le moteur du jeu surtout Ouais. tu en parleras, hyper intéressant. Bref, on passe tout de suite sur la chronique. La question du jour, c'est est-ce qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire dans Breath of the Wild? Ouais, parce que là, le jeu est sorti il y a 4 ans et encore aujourd'hui, vous voyez, on découvre des choses, hein, c'est assez ouf. Donc, vas-y. On Alors va là, commencer par un mec qui s'est un peu amusé avec les Yiga. ouais, voilà. Alors les Iga, ce sont des ninjas du jeu qui sont très compliqués à battre parce qu'ils sont hyper forts, pardon. Ouais, au Et- début, il faut un peu flipper. Après, ça va. Honnêtement, une fois que tu maîtrises, Ouais, ça ça va. va. Je me Ils suis chié dessus quand je les ai vus. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les ninjas te suivent et il y a un mec qui se dit, mais tiens, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que tu leur lances quelque chose ou qu'ils trouvent un objet, je savais même pas qu'il y avait un t-shirt Link Nintendo. Oui, je sais oui, pas il y si en a ça un, l'a ouais. acheté. Ah, je savais même pas. C'est dans le Euh, DLC, je crois. D'accord, je ne savais même pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils te suivent et que quand tu y trouves un objet, ils le ramassent de manière automatique. Et un mec s'est dit, tiens, ce serait intéressant de l'amener à la Master Sword. Donc il s'est fait chier pendant je ne sais combien d'heures pour le déplacer jusqu'à l'endroit de la Master Sword. Je crois que tu l'as pris je ne sais combien d'heures et beaucoup de fails malheureusement. Ah bah, pour ceux qui ne savent pas, c'est exactement les deux opposés de la carte. Hein. Mais vraiment. Genre vraiment. Donc c'est long et compliqué à faire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est faisable et qu'il a réussi. Et donc je te laisse avancer un petit peu pour. En plus, jusqu'au il se fait moment- embrouiller par une sale meuf, il y en a un deuxième et tout. Voilà, et après des heures, il a été tué malheureusement plein de fois. Il a réussi à arriver donc dans la forêt, donc La de forêt perdue. perdue. Voilà, Ah, il est tout plus simplement. agressif dans la forêt perdue, c'est Ouais, intéressant ça. ouais, clairement. Et en gros, il a réussi à l'amener jusqu'à la fameuse Master Sword. Oui, il ramasse carrément des trucs comme ça c'est drôle.
Vous voyez, les trucs chiants, c'est que c'est... Il approche, là, il approche, c'est pour l'IA. ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, il approche et il arrive au moment où il y a la Master Sword juste derrière lui. Et regardez tout simplement ce qu'il va faire. Alors je vous rappelle que la Master Sword, pour la récupérer, il faut je ne sais plus combien de cœurs. Je crois que c'est 11. Il faut 11 et c'est hyper compliqué pour Link pour la masser parce qu'il faut la sortir. C'est un peu comme l'épée d'Excalibur, si je peux me permettre. Ouais, c'est ça, hein, Et complètement. regardez ce qu'il va faire. Hop là. Nique sa mère. Et il la récupère en mode hop. Et chose drôle, c'est plus possible de la récupérer du coup juste après, sachant que dans le code du jeu, elle est toujours là. En fait, vous allez voir Link après, juste après, il va essayer de la récupérer. Vous voyez, on peut toujours, voilà, la poule, on peut toujours Ah, on essayer peut toujours de la retirer. Et je ne sais même pas ce qui se passe après. Le problème, c'est que là, lui, il a que 4 cœurs pour effectuer ce truc, donc il ne peut pas la retirer dans tous les cas. Mais en tout cas, ça marche. Et on dirait qu'il est même trigger d'avoir récupéré le truc. Ce jeu est C'est un petit peu exceptionnel, bugué du coup, effectivement. Dans Skyrim aussi, il y a tout le temps des choses découvertes. Oui, Oui, sûr. c'est vrai, ouais. Même GTA 5 en GTA 5. Ah ouais, alors GTA oui, 5, même GTA ça 5, aussi, voilà. c'est vraiment le genre de jeu qui ne s'arrête jamais de vivre, et moi j'adore ça. J'adore les mecs qui s'acharnent pendant des années sur un jeu. Et ça, j'avoue que je trouve ça hyper drôle, le Yiga qui vient de choper la Master Sword. Là, on va le voir justement récupérer, essayer de récupérer. Ah, il vient essayer quand même après. Ouais. Et donc c'est un peu bizarre parce que du coup c'est bugué, vu qu'elle est là mais elle est pas là. Donc Allez, il tire récupère fort. du rien. Il a pas assez de cœur, hein, de toute manière. Est-ce qu'il l'aurait eu s'il avait assez de C'est cœur? une bonne question, ça je sais pas, ça n'a pas été... c'est pas dans la vidéo, donc C'est dommage qu'il ait pas essayé. c'est le même mec que la vidéo d'avant justement, donc c'est un mec qui connaît bien. Ah ouais, d'accord, il fait que des dingueries avec Voilà, elle. après, il y a des bugs aussi où tu glitches, tu voles. Il y a aussi des trucs, par exemple, il y avait un bug qui était juste avant. Alors, autant pour moi, c'est pas le même mec. Mais je crois que c'est un mec qui est en connaisseur qui connaît l'autre mec qu'on a vu juste avant. Ouais, Parce que, c'est une petite commu, je pense, il y a qui quand même s'amuse. il y a quand même une bonne commu. Et sachant que le truc, c'est qu'il y a vraiment plein de bugs, comme le bug on l'a pas vu juste avant, mais c'était vraiment, par exemple, quand il était sous l'eau, t'as un bug où tu peux vraiment te déplacer d'une manière hyper rapide sous l'eau avec un autre bug. Le Là, super plein, swim, plein de choses. Je te laisse montrer un autre glitch. On va avancer avec des gens qui s'amusent avec le moteur physique du jeu qui est prodigieux, Voilà. littéralement, et qui permet toutes les folies. En fait, il accepte tout. Et c'est ça qui est vraiment fou. Pour moi, c'est vraiment l'acteur principal de jeu. De toute façon, le moteur physique du jeu, c'est lui qui fait le jeu et qui fait que c'est assez dingo. Et vous allez voir, en fait, là le mec, il se rend compte qu'en fait, d'activer le bullet time, ça a tendance à arrêter la synergie des objets. Et en fait, basé là-dessus, tu vas pouvoir commencer à faire plein de choses. Comme vous l'avez vu, là. Ça a des effets très très étranges sur les forces appliquées aux objets, tu vois. Et en fait, c'est en se basant là-dessus alors bon, il va voler des bateaux. C'est en se basant là-dessus que ce mec-là va pouvoir vous montrer la technique qui est utilisée dans le speedrun, qui permet d'aller extrêmement vite. Alors, je l'ai faite chez moi, je vous assure que c'est relativement facile à faire. En fait, en rentrant en collision avec des objets, plus en activant le bullet time, vous allez pouvoir appliquer une force assez phénoménale à Link. Et en comblant ça avec le bouclier, ça vous permet même d'avoir des trajectoires assez rectilignes et du coup de voyager extrêmement vite. Alors je vais avancer au moment où il vous le montre. Alors là, vous avez un petit dessin qui va vous montrer ce qu'il veut faire à la fin. Et ce que ça donne juste là, une fois réalisé. Alors c'est une technique qui est très utilisée dans le speedrun entre autres du jeu et qui est extrêmement drôle à faire. Pas si complexe, ça demande un peu de précision, mais en gros, si vous tombez sur la tête d'un ennemi et que vous activez le bullet time au bon moment avec le bouclier sous les pieds, voilà, vous partez à des vitesses phénoménales. Même le jeu arrive même le plus jeu à changer la carte. Hein. Le jeu n'est plus capable d'afficher les assets. Sur Switch, hein, je vous le rappelle. Et sur Switch, en tout cas, et d'ailleurs, le speedrun est maintenant fait que sur Switch, parce qu'on a décidé de prendre en compte les ralentissements qui sont moins présents sur Wii U, enfin qui l'étaient moins sur Wii U. Et du coup, là, je pense qu'il est sur émulateur d'ailleurs, vu comment ça a l'air ok. Normalement, vraiment, il y a des coupures. Ça peut planter hein, même des fois. Mais c'est très très rigolo à faire. Oui, il va vraiment au truc de la fin du jeu. Ah bah là, il arrive, voilà, merci, là, au revoir. Il arrive au château, il vient de parcourir des centaines de kilomètres. Ça, c'est ouf. On a eu des gens qui ont fait des bateaux volants dans Breath of the Wild, qui ont volé avec les chariots évidemment de... Putain, j'aurais dû jouer au jeu du coup.
Bah ouais, mais c'est ça qui est fait incroyable. 40 ans que j'ai pu jouer au jeu, là j'ai envie. C'est Alors ça de qui est base, terrible. c'est un jeu dans lequel bon, je me suis quand même amusé, tu vois, je vais pas dire que c'était nul, mais c'est pas le type de jeu qui m'attire. Tu vois, je préfère largement ressortir un Mario que ce genre de jeu, mais là, en vrai, j'ai envie. Ouais, Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un moteur de jeu, c'est voilà, la bah là, il est en train de- pire chose du monde à faire, c'est ultra compliqué. Et celui de Zelda Breath of the Wild est exceptionnel, même si évidemment il y a toujours des petits problèmes. Ce serait très intéressant de voir si dans le 2 ces problèmes seront corrigés. Et, ouais, et moi, j'aimerais bien plus, au-delà d'être corrigé, j'aimerais qu'il soit exploité. Je pense qu'il y a des choses qui vont devenir des features et qui au début étaient là en mode ah merde, on peut faire ça, tu vois. Truc très marrant qui est vraiment aussi dans la base du jeu, mais qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas utilisé et qui ils l'ont découvert peut-être dans le speedrun. C'est mon cas, entre autres. Si vous cassez un objet, par exemple, ça se fait sur des troncs d'arbres, et là ça fait très Tao Pai Pai pour ceux qui ont la ref, et que vous le bloquez dans le temps grâce à un pouvoir qui est disponible dans le jeu, le C'est incroyable cinétique. ce qui se passe là-bas. Ouais, c'est n'importe quoi. Vous pouvez appliquer des forces aux objets qui sont arrêtés dans le temps, et une fois le temps réactivé, toutes les forces sont appliquées en un instant. Et en fait, si vous le faites par exemple sur un tronc d'arbre que vous bloquez, sur lequel vous appliquez des forces, que vous vous accrochez dessus et que vous relâchez le pouvoir, vous volez sur un tronc d'arbre qui parcourt des centaines de mètres. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont devenues des features du jeu, Clairement. alors que c'est simplement parce que le moteur physique est exceptionnellement bien fait dans le jeu, quoi. Et c'est ce que j'adore, et j'espère vraiment que dans le 2, ils vont s'amuser avec tout ça. On va avancer sur cette vidéo que tu nous proposes là, qui est assez Effectivement. folle. Alors pour comparer à la Switch, alors la Switch n'est clairement pas capable d'afficher ce que je veux montrer, mais grâce à de l'émulation sur CMU entre autres, donc pour les versions Wii U, du coup pas la version Switch, Ouais. même si c'est le même jeu, il y a des patchs qui sont sortis pour faire tourner le jeu en 8K avec le ray tracking inclus, Ray et tracing. comme vous le voyez, avec le ray tracing du coup, et comme vous le voyez, la qualité est juste exceptionnelle. C'est par rapport à la Wii U et la Switch peuvent aller clairement se coucher. On est là, on est vraiment sur la technologie d'aujourd'hui et la qualité est juste incroyable. Alors par moments, ça fait hyper sombre, ça fait hyper. Ouais. Il y a des problèmes de contraste un petit peu sur Link. Voilà, après, parce que le jeu n'est pas fait pour tourner de base dans ce mode, c'est un mode, hein, je le rappelle. Vous ne le voyez clairement pas vous en 4K, hein, on est sur là, vous voyez vraiment la pire chose, c'est-à-dire sur Twitch. Mais en tout cas, je vous conseille d'aller le voir sur YouTube, vous avez une connexion et un écran adéquat, mais en tout cas, la qualité est juste magnifique. Ah, le jeu C'est est incroyable, le hein. jeu il step up, hein. Il Là, step up. c'est Des plus bonnes le même textures jeu, je vais te 8K, ça marche toujours. Alors 8K évidemment que c'est overkill, hein. Mais Évidemment. c'est possible. C'est pour dire que tout est possible et que finalement avec un bon jeu de texture, un jeu un peu ancien peut reprendre un côté un peu chatoyant. Si sans ce trop genre, de soucis. genre si ça, enfin je veux dire, tu fous Breath of the Wild Super PS5, tu vois la qualité que ça vaut quoi. C'est Ouais. ouf quoi. Je suis pas sûr qu'elles soient capables de faire du 8K, je suis même sûr que non, mais... Clairement pas, déjà que la PS4 et la Xbox One ils ont du mal, donc bon alors là. Ah bah du 8K, il y a personne qui Avec en le fait, PC. clairement. Clairement pas. Mais en tout cas du 4K, Un bon ça serait déjà PC. génial. Mais déjà du 4K, ça serait pas mal. Déjà du Full HD, ça serait pas Le mal. village Piaf, ça rend bien. Hein. Ça rend bien. Ah le regarde, village ouais, déjà de base c'est stylé alors là. Piaf. Ouais, carrément. Ça, moi c'était mon petit moment que j'ai beaucoup aimé. Alors ça, c'est complètement une feature du jeu. Il n'y a rien d'exploité ou quoi que ce soit, mais c'est C'est juste flippant. un beau moment de gameplay. Dans le jeu, vous pouvez parer les lasers. Vous allez voir les gardiens qui envoient des lasers et vous pouvez les parer avec un coup de bouclier bien timé. Le timing est pas évident en vrai, hein. Il est un peu court, je trouve, hein. Et il y a un mec qui s'amusait à aller dans cet endroit, le temple perdu de mémoire, dans lequel il va se faire attaquer par plein de gardiens. Et vous voyez tous les rayons qui se préparent, et le gars va s'amuser à renvoyer tous les lasers et il doit changer de bouclier à chaque fois qu'il en part un, parce que sinon il le pète son bouclier, et boum 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 boum, merci les Parce gardiens. que là, même s'ils lancent tous en même temps, ils viennent pas tous en même temps, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins proches des autres. C'est ça, et le mec est devenu Un expert. un expert du renvoi de laser, qui est la technique la plus casse-couille du jeu, clairement. Clairement. Et j'adore, le gars il se fait des montages de renvoi de laser aujourd'hui. Le jeu est infini, hein. Le jeu est tout à fait C'est infini. Retournez-y, franchement c'est un jeu fou. Et j'attends beaucoup du 2. J'attends vraiment beaucoup du 2. Moi, je sais pas, tu vois, j'hésite parce que j'ai envie de me dire, ouais, mais. Puis non, tu vois, non, en vrai, j'ai beaucoup aimé le 1, c'est un très bon jeu. Après, je sais qu'il y a des personnes qui l'aiment moins parce que c'est pas les Zelda qu'on connaît. C'est juste que, après, on aime pas. Moi, je trouve que c'est vraiment cool que la licence se régénère, rénove, que c'est nouveau. Et le open world, je trouve que ça fait vraiment du bien. Ouais.
Le truc qui fait vraiment chier, c'est que ça tourne aussi, ils foutent ça sur Switch et c'est la pire chose du monde, entre guillemets. Enfin, oh putain, cette headshot, par contre, il est Ah ouais, non, mais le incroyable. mec, là, il met que des têtes, là. Le mec est ouf. Je vous ai pas mis, il y a des mecs qui s'amusent. Oh, attendez, je vais essayer de trouver ça. Vas-y, mets-le vite fait en même temps que je termine. Ouais. Mais c'est un peu dommage qu'ils mettent ça sur Switch parce que il pourrait tellement être plus beau qu'on l'a vu juste avant sur émulateur. Ne faites pas ça, c'est Ah pas bah, légal. c'est Nintendo. Hein. Mais c'est un peu dommage. Mais en tout cas, très bon jeu. Après, je suis un petit peu déçu. Ça m'a un peu fait chier. J'ai peut-être fait l'erreur d'y jouer Day One sur Switch parce que quand il s'est sorti sur Switch, sans les premières mises à jour, il y a des moments ça ramait du cul. C'était horrible. La Switch était vraiment. C'est très mauvaise pub. Mais je sais pas si je me ferai le 2. Je verrai. Peut-être, mais pas sûr. Suivant les critiques. Ah, moi, ouais, j'avoue. Toi, que ouais, j'achète après, je ça. sais pas. Ou je J'arrive pas à verrai. retrouver, Suivant le temps que j'aurai, c'est-à-dire aucun. J'essaie de retrouver des mecs qui font. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Pardon. Je ne vais pas retrouver. Il y a des mecs qui s'amusent à faire des chorégraphies de combat complètement folles dans le jeu. Et en fait, le but, c'est de détruire des ennemis en utilisant tout ce qui est disponible dans le jeu, même si c'est pas le plus rapide ou quoi que ce soit. J'arrive pas à retrouver malheureusement. Mais en gros, le mec, pendant un combat, au lieu de juste faire des contres qui sont clairement la technique la plus puissante du jeu, il se dit bah non, il faut que j'utilise les bombes pour essayer d'envoyer l'ennemi exactement là. Pendant ce temps, moi je saute en l'air pour lui envoyer du feu autour de lui, pour le bloquer, pour vraiment exploiter le jeu à fond. Ouais, Et ça fait des combats ultra stylés. Malheureusement, j'arrive pas à retrouver, je suis désolé. Mais les mecs s'amusent dessus, il y a 40 000 façons de s'amuser Ouais, dans mais le le jeu. jeu est tellement complet, il y a tellement de choses. Il y a même encore tellement de trucs qui sont pas. On va découvrir encore plein de trucs. Voilà, dessus, le jeu, si ça se trouve, il y a des secrets, des trucs qui sont pas encore découverts, comme des trucs qu'on a découverts il y a 5 jours et des trucs qu'on découvrira plus tard. Donc vraiment, il y a plein de techniques à faire. Le moteur. Le mec arrive à faire un double saut. Un double saut dans l'espace, quoi. Le mec, en utilisant une bombe. T'inquiète. En utilisant une bombe, en fait, il a réussi à faire un double saut dans le jeu. Il saute une fois, la bombe explose, il bloque le coup, et après il peut ressauter. C'est ouf, hein, tous les trucs qu'on peut faire. Le jeu est exceptionnel, quoi qu'on en dise, dans tous les cas. Ouais, voilà, on voulait revenir un tout petit peu sur tout ce qui se fait dans ce jeu, parce que c'est fou, et que le 2, c'est pour finalement l'année prochaine, et moi j'ai du mal à croire qu'on est à un an de Breath of the Wild 2, je t'assure que j'ai l'impression de vivre les meilleurs moments d'un nouveau Elder Scrolls qui sort, ou un nouveau GTA. Tu vois, les jeux que tu sais que tu vas attendre 10 ans dès qu'il y en a un qui sort, et là je me dis putain, il y a un an. Même Mario Kart 9, hein, rien de teasé, mais honnêtement pour moi c'est dans très peu de temps, hein, parce que on a 7 ans de Mario Kart 8. Ouais, À un moment donné... T'as raison, un Mario Kart aussi, quand il sort, tu sais que c'est pas pour tout de suite le prochain. Ouais, et là je suis en mode ouais, le prochain arrive bientôt, hein, et je parie que ce sera pour Switch Pro. On n'en reparle pas. On n'en parle pas. C'est pour l'année prochaine la Switch Pro. De toute façon. Ce sera sans doute pour l'année prochaine, après on verra. Suivant tout ça, t'es en train de tout fermer alors qu'on est encore en direct. C'est incroyable. Oui, je nettoie. Tu fais le ménage en même temps. Je nettoie. C'est incroyable. Je fais comme ça. En tout cas, merci de nous avoir encore suivis pour aujourd'hui. Hein, c'était très cool. Merci le chat d'être toujours aussi présent. Désolé pour la petite coupure. C'est free. Hein, on a régulé free. Hein, écoutez. Et on vous dit d'abord de nous suivre sur Twitch et de nous suivre sur les réseaux sociaux, dont le Twitter. Et voir les replays sur... c'est hyper chaud d'écrire en même temps de parler, parce que c'est ça qui... Désolé, c'est éteint mon ordi. Et de nous suivre donc, sur le Twitter, de voir les émissions et replays, donc les replays et les unboxings sur YouTube. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, je l'ai déjà dit. Et en tout cas, demain. On se retrouve évidemment demain à même heure à 9h30 pour la suite de l'actualité. Bisous. On vous fait des bisous, ciao ciao. Des bisous, ciao ciao. À demain.